Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Florent. Merci. Je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast. On a pour habitude de ne pas présenter nos invités. D'accord. Alors ça nous est de temps en temps reproché, parce qu'on nous dit mais qui est l'invité qui vient? Mais bonne nouvelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qui tu es. À Donc, part Quentin qui a fait le clap, à part ça c'est Quentin pas qui a grave. fait le clap. Une La petite rancœur. case dédiée tout de suite. Parce qu'on on a quelqu'un qui fait un petit clap et il s'est trompé, il a dit Florian. Voilà, et on lui dit merci parce que bientôt il cherche un travail. Pour continuer là-dessus, on commence notre podcast avec cette fameuse question qui peut être un peu déroutante, mais qui va lancer le podcast et on va potentiellement soit te découvrir ou te redécouvrir. J'ai hâte qu'on commence. C'est parti. Florent, quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours? C'est cette énorme blessure au genou Ok. que j'ai eue à 19 ans, parce que moi j'étais en sport-études. À 15 ans, je suis rentré en sport-études ski nautique Ok. dans le Var, à Saint-Raphaël. Et j'y suis resté 7 ans. Donc j'y suis rentré à 15 ans, mais à 19 ans, je me suis luxé le genou en trampoline. Mais quand je te dis luxé, c'est-à-dire que j'ai été opéré 3 fois, j'ai été arrêté 1 an et demi, 6 mois de béquille. C'est une énorme blessure Ok. qui a mis un terme quand même à ma carrière sportive qui était déjà pas ouf. Parce que j'avais attaqué un peu tard, parce que je n'étais pas si doué et tout ça. Mais quand j'ai eu cette blessure à 19 ans, le chirurgien qui m'a opéré a dit à mes parents il ne refera jamais de sport. Et puis pourquoi il fait du ski, c'est mauvais pour les genoux, il a 19 ans, il a déjà des genoux de mec de 40 ans, il faut qu'il arrête. Bon, évidemment, si mes parents m'avaient dit arrête à 19 ans, je leur aurais dit d'aller se faire foutre, évidemment. Mais donc ils ont même... voilà. C'est du ski ou du ski nautique. Ouais, la ski nautique, Mais voilà. qui est très traumatisant pour les genoux et tout, mais bon. Donc ça a déjà un peu changé. Il y a 3 disciplines dans le ski, si tu veux, et moi j'étais plutôt doué pour le saut, et avec un genou fragile et l'appréhension, c'était fini. Donc j'ai quand même continué encore après 3 ans, tu vois, le ski, où je suis arrivé à revenir à haut niveau, à mon niveau en tout cas. C'est une anomalie que j'aurais aimé éviter parce que c'est une blessure que je traîne toute ta vie, quoi. Donc j'ai mal au genou, des trucs d'anciens, quoi. Tu vois, enfin d'anciens. À 21 ans, j'arrivais pas à descendre les escaliers le matin parce que j'avais le genou rouillé, si tu vois. Ça va mieux. Okay. Finalement, ça va un peu mieux en vieillissant et en faisant moins de sport traumatisant, mais ouais. Mais donc j'aurais aimé l'éviter parce que c'est une grosse blessure et que ça change un peu la vie quand même. Et que je me dis pourquoi être allé si loin pour le niveau que je n'ai jamais atteint et tout ça, bon. Parce que c'était un rêve pour toi de devenir... Alors je sais que tu en parles de temps en temps, de cette blessure, mais est-ce que toi, jeune, tu t'es dit, je terminerai sportif de haut niveau? C'était l'objectif. Quand je suis à 15 ans, quand je rentre dans ce sport-études, qui est un rêve absolu à l'époque, où les portes n'auraient pas dû s'ouvrir, pour moi là, j'avais pas du tout le niveau. J'y suis rentré parce que le vrai haut niveau boudait un peu cette structure à ce moment-là, que moi, j'étais un petit jeune qui n'en voulait, si tu veux. Je suis rentré dans ce sport-études sur une très jolie histoire, où mon père me faisait skier, et on a acheté un petit bateau pour aller à la mer. Voilà, il y avait une paire de skis dedans. On a commencé à skier toute la famille. J'étais plus doué que le reste de la famille, ce qui n'était pas compliqué. et voilà, mais on connaissait rien à rien. Mon père me faisait skier des heures et des heures, mais voilà, il se passait rien. Moi, j'avais 3 VHS que j'ai usé à regarder en boucle, mais on savait pas. Et puis le ski nautique, c'est très très cher, donc partir en stage en Floride l'hiver et tout, c'était même si mes parents avaient une condition intéressante. La petite bourgeoisie de province, quoi, tu vois, mais ils faisaient tout pour que je sois heureux. Et à un moment, je découvre sur mes magazines de ski nautique cette structure de haut niveau. On y va un été, parce que c'était dans le Var, à côté de l'on en vacances.
Et je rencontre le DTN et tout machin, et qui dit, il dit à mes parents, voilà ce qu'il faut. Donc on dit, bon, bah oui, il faut pas. DTN, c'est quoi? Directeur technique Ok, national. Il dit, voilà le niveau qu'il faut avoir pour entrer dans cette structure. Donc on repart vraiment à la queue entre les jambes, et on dit, bon, bah, Ouais, c'est pas pour de suite, en tout cas, c'est pas pour demain. Et dans l'hiver, moi, l'entraîneur de ce sport-études, c'était une de mes idoles de l'équipe de France et tout, que je regardais sur tous les magazines, machin. Et mon père et moi, on se dit, bah viens, on écrit une lettre à Claude Pérez. C'était le nom de cette personne. On lui écrit une lettre pour dire, voilà, je m'appelle Florent, je skie depuis 2 ans avec mon père, mais je connais rien à ce milieu. J'ai très, très envie, je suis très, très motivé. Mais voilà, mes parents n'ont pas les moyens non plus, sinon je sais pas comment on fait. Est-ce que tu peux m'aider et tout? Et un jour, il téléphone sur le téléphone fixe de la maison. Et là, parce qu'il n'y avait pas de portable. Et là, le téléphone sonne, mon père fait, c'est Claude Pérez. Il aurait dit, c'est Michael Jordan ou c'est Michael Jackson, c'était pareil. J'étais accroché, juste qu'il ait téléphoné, déjà, j'étais accroché au plafond. Et il dit, voilà, la lettre, elle m'a touché, on a de la place. Après, j'ai compris pourquoi il y avait de la place. C'est parce que le haut niveau voulait plus aller dans sa structure pour des raisons diverses et variées. Donc, ça ouvrait la porte en grand à des imposteurs comme moi. Mais à 15 ans, j'étais déjà costaud physiquement. Et donc, les tests physiques étaient super. Les tests ski, sur les 3 disciplines, j'en fais 1,5. J'avais même un ski qui était monté à l'envers. Pompe à vélo, quoi, tu vois. Mais je suis rentré dans cette structure et j'y suis resté 7 ans. Tout ça pour dire que quand je me suis blessé au genou, bien sûr que quand je suis rentré à 15 ans, je voulais être champion du monde, être en équipe de France. On peut être pro en ski nautique, mais enfin, c'est pas footballeur ou tennisman ou machin, c'est des sports hyper, tu vois. Bah déjà rugby, différence entre le rugby et le foot, déjà. C'est complètement dingue, mais dès que tu descends au niveau des sports, il y a 3 pros dans le monde, si tu veux, tu vois. Donc, okay. Et encore, c'est pas des mecs il faudrait qu'ils bossent après à la fin de leur carrière, tu vois. Mais souvent, c'est des gens issus de familles déjà blindaras, de toute façon. Ils ont déjà une retraite qui est prête. Mais je rentrais pour ça, en tout cas. Et quand je me blesse, déjà... je me dis, putain, là, c'est très, très mal barré. Mais il y a cette culture du sport de haut niveau, de tu vas revenir plus fort que jamais, tu vas te relever, donc t'as mal, mais tu continues d'avancer, et tout ça. Et je l'ai fait. Et ça m'a structuré très fort dans ma tête. Mais en vrai, le plus gros souvenir de ce sport-études, c'est pas tant le ski nautique. Tu vois, je skie plus aujourd'hui, j'ai arrêté depuis des années, ça correspond plus en plus à mes idéaux d'aujourd'hui. En fait, ça a été le contact avec une structure de haut niveau et d'autres sportifs de haut niveau. Et de ce qu'il a fallu faire pour réussir dans Exactement. Ouais, ok. Ça, par contre, ça m'a structuré pour toute ma vie. Et je m'en sers pour tout. Pour le spectacle, pour la vie, pour quand c'est dur, quand c'est plus facile, quand machin. D'avoir été 7 ans dans un internat avec 70 copains, copines, certains qui étaient déjà des champions du monde et tout ça, d'autres disciplines, les triathlètes, les athlètes, les volleyeuses, les volleyeurs et tout ça, j'ai vu ce qu'était la rigueur. Moi, le sport de haut niveau, je le voyais comme ça. C'est-à-dire, rigueur, on dort beaucoup, on récupère, on s'étire, on a des kinés, on boit de l'eau, on fait pas la fête, on est des moines. T'avais déjà cette rigueur-là à cet âge-là, à 15 ans? Ah, je suis rentré dans le sport-études, ouais. Putain, c'est ouf. Quand j'ai découvert le sport à 10-11 ans, j'ai commencé vraiment à découvrir et le ski, mais le sport autour, quoi. Mon grand-père était très sportif, était prof de sport et tout, mais pour moi, le sport, ça allait avec la rigueur. Et le ski nautique, c'est pas un sport où on est très rigoureux, peut-être plus maintenant, mais je voyais des mecs pas du tout rigoureux, beaucoup moins rigoureux que moi, qui étaient largement meilleurs, parce qu'il y a le truc de la glisse, les mecs sont doués, et finalement, voilà. Donc, mais ce contact de la rigueur, ça je l'ai vraiment gardé. Et donc, pour revenir quand même au début de la question qui a été posée il y a à peu près 20 minutes, c'est un accident. Ça met 2-3 ans à mettre un terme à ma carrière sportive où d'un coup, je dis, bon, j'ai mal, je suis pas très doué. Ouais, pas d'intérêt de continuer. Je pense qu'un footballeur qui se pète à 18 ans, on lui dit reviens et tout, et que tu vas faire une carrière, bon, tu dis je souffre pendant 10 ans, et peut-être je boite et on me foutra des prothèses et machin, mais bon, putain, je fais une carrière, je vis des trucs incroyables. Sauf que là, voilà, là, tu dis quoi? Donc, j'ai découvert le théâtre parce que je pense, sans l'intellectualiser, je me suis pas dit ah, je suis blessé donc je vais aller faire du théâtre. Mais je ne sais pas pourquoi. À un moment, j'ai eu envie d'aller faire du théâtre et je pense quand même que cette blessure, je sais pas si je m'étais pas blessé, je serais peut-être quand même arrivé au théâtre. Je pense que oui, mais quand même, ça a été un déclencheur de dire bon. Voilà. Ce petit truc, finalement, cette blessure très handicapante et potentiellement, et là, de ce que tu dis, la chose qui va te permettre d'aller peut-être plus rapidement dans le théâtre. Si je résume un peu c'est possible, simplement ça comme ça.
quand tu viens, t'habites où? Tu viens d'où? J'arrive dans le sport-études. Avant d'arriver, qu'en fait, j'aime bien aller un petit peu sur le parcours Ouais. de d'où tu viens. On va y aller, on te connaît un petit peu là-dessus, Ouais. mais d'où tu viens, c'est un peu le contexte de ta vie. Parce que là, aujourd'hui, on sait que t'es acteur, on t'a connu avec l'humour, on t'a vu partout pendant un moment. T'as été quand même hyper présent avec pas mal d'autres personnes. Mais pour les gens qui ne sauraient pas trop d'où tu viens d'où et quel contexte familial? Eh ben moi, je suis né en Ardèche, vraiment dans la campagne. Euh, je suis un vrai campagnard, quoi. Tu vois, j'allais à l'école à pied, à travers la forêt, dans une petite école où on était 17 élèves, dans la même classe avec la même instit, mais de la maternelle Ouais, ok, jusqu'au d'accord. CM2. Ah ouais, C'est ok. genre le film est très à voir, quoi, tu vois. Et j'allais avec mes 2 copains à travers les bois, 1,5 kilomètre, une demi-heure. Mes parents, c'était quand même une autre époque, quoi. Ouais. 7, 8 ans. J'en parlais avec des potes là, Vas-y. on se disait quand on partait une journée entière, nos parents nous laissaient dans la forêt. Aujourd'hui, tu fais ça, jamais de la vie, je le fais Bah, jamais. alors on devrait, hein, parce On qu'il y a pas devrait. de raison, c'est pas plus dangereux aujourd'hui qu'il y a. Ouais. C'est juste on nous en parle plus. Oui, mais c'est ça. voilà, c'est mon avis. Donc je viens d'Ardèche, voilà, petit campagnard jusqu'à ce que je parte à mon sport-études en fait. Parce que franchement, Ardèche, ski nautique. Alors bon, il y a peut-être un peu plus d'eau à l'époque, mais là naturellement, tu sais, ça va. Si tu m'aurais dit Bisca, tu m'aurais dit Ouais. Biscarrosse, Non, Hondaï, mais, c'est Bah, marrant. parce que vacances au bord de la mer Ok. au mois d'août, mes parents fous de la mer, Ok. un petit bateau pour la mer qu'on remonte en Ardèche quand on n'est plus en vacances et qu'on met sur le Rhône. Et je commence à skier sur le Rhône, quoi. Putain, Voilà. c'est ouf. Mm. Moi, j'avais un pote, je me rappelle, je travaillais en club de vacances. Il était prof de ski et il habitait à Saumur. C'est genre, tu dis, t'es comme ça, tu fais, genre, mec, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a fait que, bah, à peu près la même histoire que toi. Et aujourd'hui, BE ski. Donc, c'est vrai que, et en plus, il y a un problème, je reste un petit peu là-dessus, mais le ski nautique, franchement, je pense que t'es la seule personne que je connais. Oui, non, mais. Ça non, qui est mais dingue, tout c'est ouf. Mais ça aurait été le rugby, ça aurait été l'athlétisme, enfin, tu vois, Ouais. enfin, plus le rugby d'ailleurs, mais. Et après, bah, je suis d'une famille. En fait, mon père est pianiste, mais il a monté une boîte de nuit avec mon grand-père en 69. Ils ont acheté enfin, mon grand-père a acheté une ferme en ruine, avec une colline en Ardèche, et là, il a monté une boîte de nuit. Qui Et- cartonne. Je suppose Qui a que. cartonné Bah, parce que pendant l'Ardèche, 40 ans. ouais. Mais quand je te dis cartonné, cartonné. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Ma mère était infirmière, mais elle s'est mise elle a arrêté de travailler quand j'ai un frère et une sœur. Donc, quand on était 3, elle s'est arrêtée de travailler. Et donc, j'ai grandi voilà, à la campagne avec une petite colline où il y avait ma maison, celle de mes grands-parents, la boîte de nuit, le resto en haut de la colline qui faisait vivre toute la famille. Et mon père qui est pianiste, et moi qui vais dans la boîte de nuit de temps en temps, qui a mon petit tour de chant, parce que mon père et mon grand-père et ma tante, c'était un orchestre. Et ils faisaient danser les gens, et chanter les gens. Il y avait aussi un DJ et tout. Mais donc j'avais aussi mon petit tour de chant. Quand j'étais là, je chantais. À 9-10 ans, je chantais. Donc un peu famille d'artistes quand même, tu vois. Mais personne ne s'est jamais dit on va lui faire du théâtre. Voilà. Et à aucun moment, quand tu étais petit, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, moi je deviendrai ça, j'irai ici. À aucun moment ça te traverse l'esprit que tu vas travailler à la télé, que tu vas être vu, non. tu vas être reconnu, qu'on va te solliciter. Genre, ça n'a jamais été un objectif. Non, après, quand tu regardes rétrospectivement, tu dis ah oui, Oui, il y avait ça se peut-être- comprend. Mais dès le plus jeune âge, j'ai toujours fait des sketchs, j'ai toujours fait des imitations au repas de famille. Mon grand-père a toujours été moi, un modèle que j'avais, qui était en bout de table, et pendant tous les repas de Noël, Le bout en train. c'était vas-y Jean, raconte-nous. Tu sais la fois où t'as fait ça et tout, et il te racontait un truc, mais ça devenait un sketch d'une demi-heure. Donc j'ai toujours vu des gens qui se chambraient, qui prenaient la parole comme ça, dans des réunions de famille. Donc je l'ai toujours fait aussi. Et j'avais juste une grosse culture one man, quoi. C'est-à-dire que je regardais à l'époque La Classe, donc plus personne sait ce que c'est, mais c'était un peu le rendement de carrière rire. J'avoue, je sais. Bah, c'était une émission qu'il y avait tous les soirs à 20h sur France 3. Ok. Il y avait Fabrice qui était l'animateur Ça me de dit quelque l'époque. chose. C'était une salle de classe, lui c'était le prof. Ok. Et dans la classe, t'avais Palmade, Robin, Bigard, si, et tout le monde ok, était à d'accord. ça. Ok, Ils ok, disaient, bon, je me rappelle. Chevalier Las Palais, Ouais. qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Interrogation écrite. Ils arrivaient, ils faisaient leur Ok. sketch. Voilà. Et je regardais ça tous les soirs. Donc et puis les inconnus et tout ça. Donc j'avais une grosse culture humour. J'ai été biberonné à De Funès, à Chaplin. Mais comme quelqu'un qui consomme, pas comme quelqu'un qui a envie de Exactement. devenir. Et j'imitais Ouais. les gars que je regardais.
Mais on s'est jamais dit, tiens, on va en faire quelque chose, quoi. Ni mes parents, ni moi. Et j'ai fait de la danse, et j'ai fait du piano, et j'ai fait des trucs artistiques, mais jamais de théâtre. Et j'ai jamais demandé, et mes parents m'y ont jamais poussé. On en reparlait là il y a 3 jours, ils me disent non, Ouais, pas de... Un enfant drôle, mais pas vocation à vouloir... Pas du tout. Attends, parce qu'il y a quand même 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui étaient déter, et qui se sont dit, je ferai toujours ça, et quand ils y arrivent, ils disent, faut... Un peu, bah on en parlait pas, mais on a eu Inès ici qui nous disait, Inès elle était déter, genre je veux être danseuse, je veux y aller, boum, je serai danseuse. Et il y a quand même aussi beaucoup de parcours où le destin, les expériences m'ont amené là-dessus. Si t'avais, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je veux dire, mais si t'avais pas fait ça, si tu fais pas ce que tu faisais là aujourd'hui, tu penses que tu ferais quoi? Avec un peu de recul. J'ai failli être instit, hein. Heureusement pour l'éducation nationale, j'ai échoué au concours. Ou alors dommage pour l'éducation nationale. Elle est galère cette question. Non, parce que moi, tu sais, c'est un métier, comme aussi l'entrepreneuriat, où tu te dis, bon, si ça s'arrête demain, qu'est-ce que je ferais? Moi, je crois que ce qui m'épanouirait dans le rapport aux autres et aussi dans le fait de se mettre en représentation, ce serait la restauration. Ok. Parce que j'ai grandi dedans aussi, et je pense... Peut-être que si j'avais pas fait ce métier, naturellement, tu dis je serais moniteur de ski nautique, mais bon, c'est pas des trucs que tu fais toute ta vie aussi. Oui. Ou alors il faut que tu montes ton école. C'est possible, hein. Mais, Pour ski nautique encore, je crois que ça va être galère. Comme il faut généralement quand t'es BE, en plus il te faut les 2 BE quoi. Mais si tu montes ton école de ski, tu vois, ce que je te disais, c'est souvent une clientèle quand même assez friquée. Tu peux. Mais non, je crois que j'aurais peut-être été restaurateur en fait, quoi. Donc peut-être un resto bientôt. Ouais, faut donner l'adresse. Comment ça se passe à partir du moment où t'as cette blessure, tu vas au théâtre. Le théâtre, c'est quand même encore une fois, c'est une rigueur un peu bizarre. Moi, souvent, je me dis, je pourrais jamais être acteur, juste parce que retenir des textes, les interpréter, tout ça, c'est quand même, ça demande une gymnastique cognitivement parlant qui faut en même temps retenir, mettre de l'intention, faire des choses, suivre les indications. Genre, comment ça se passe à ce moment-là? Tu tombes, c'est évident ou pas du tout? Franchement, j'ai une vraie révélation quand je monte sur scène pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour la première fois. Le mec qui a envie de jouer, t'as vu? C'est demain. Non, je vais dans ce cours de théâtre qui est vraiment un cours pour les mamies, quoi, tu vois, le mardi soir, tu vois, il y a surtout des retraités qui sont là en semaine, et puis il y a 2 petits jeunes, mais en fait, c'est surtout le petit cours du soir, quoi, tu vois. Et c'est toi qui as demandé à y aller ou on t'a dit tu vas faire un truc, tu vas faire du théâtre? Non, le petit déclic, c'est je suis en STAPS à ce moment-là, donc fac de sport, et pour être entraîneur, préparateur physique, enfin tout sauf enseignant, mais dans le monde de la compétition. Et quand même dans les cours, on a des cours de psychologie et de prise de parole en public. Et pour évaluer ça, notre prof de psycho nous fait faire, dans une évaluation, nous dit vous pouvez faire des petites scènes, des sketchs, des mises en scène, ce que vous voulez. Et moi, je fais un sketch d'Elikaku. J'ai jamais fait de sketch en public à ce moment-là. Là, j'ai un public de 20 élèves et je fais What's the day today? Et que je connaissais par cœur. Et Elikaku, idole absolue. Je vais me louer le costume du curé. Je me découpe mon petit poisson que je me colle dans le dos, machin. Et je joue, je m'éclate à le préparer. Je le connais par cœur et tout. La classe est morte de rire. Personne n'est très surpris que je fasse ça parce qu'évidemment je suis le bout en train de la classe et de la fac et de machin, parce qu'en même temps à la fac je faisais les trucs du Morning Live de Michael Youn, je hurlais dans tout l'amphithéâtre pour faire des cassettes que je t'envoyais à... Donc personne n'est trop surpris, je prends 18 comme note et à la fin la prof vient me voir, elle me dit écoute, tu fais ce que tu veux mais tu devrais creuser de ce côté-là. Et bon, voilà, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je pense que je tourne en rond à ce moment-là dans le sport. Et je dis, elle a raison, elle cherche un cours de théâtre. Et parce que tu te dis, ouais, bon. Et j'arrive, je fais des sketchs. Et puis le prof me dit, bon, on a compris les sketchs et tout. Donc il m'amène sur d'autres trucs. Et au bout de 3 mois, je lui dis, bah maintenant, je voudrais vraiment monter sur scène très vite, quoi. Il me dit, bah il y a un spectacle dans 4 mois, je te donne le premier rôle. Et c'était pas une comédie. Et je monte sur scène et c'est un drame. Pourquoi? Donc, c'est un drame que je joue. Ok, d'accord, j'allais dire. Non. Dans la salle, il y a genre l'auditorium de Saint-Raphaël, donc il y a genre 200 places. C'est plein parce que tout le monde joue un peu le jeu du service culturel et tout ça. Mais il y a aussi un tiers de copains, quoi, dans la salle.
qui ont l'habitude de me voir faire Ouais, que des vannes. Ouais. Et là, le rideau s'ouvre, je suis dans une prison, je suis là, genre, comme ça, et j'entends. Ah merde. Là, c'est horrible. C'est pire que de prendre un beat quand tu veux faire des vannes. Ouais, Ah bah ouais. Voilà, Franchement, t'essaies d'être sérieux. toi, et tu penses que personne- t'es possédé, que t'as la larme à l'œil et tout, et t'entends. Le con. Et donc, hyper dur. Mais, contrairement au sport où je n'ai jamais tenu la pression, mais quand je te dis jamais tenu la pression, mais c'est petite anecdote croustillante, je me suis quand même fait pipi dessus en compétition, tellement j'avais peur. Dans ma combinaison, ouais. blou, 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 3 petites gouttes de pipi. Ah. On m'appelait le Crackers dans le Ok. sport études, tellement je tenais pas la pression. C'est-à-dire, tu pouvais me faire on pouvait faire un concours de lancer franc, tu vois, pour se détendre entre copains, parce qu'on on était voilà, bref, on joue au basket. Et je te mettais 20 lancers francs d'affilée à la curie, tu vois, et tu me disais, on joue une canette de coca. Il y en avait plein qui rentraient. C'était à ce niveau-là de pas de gestion de pression. Je fais cette pièce. Ça rigole dans la salle, ça part déjà très mal. En termes de confiance en soi, tu t'es détruit dès la première seconde. Pas un pain de texte, pas un pain de mise en scène, rien. Tout nickel. Ça joue, j'ai revu les vidéos évidemment que c'est pas. Voilà, mais. Et surtout, un déclic, et les 2 heures qui suivent, j'ai l'impression d'avoir pris un shoot d'héroïne, quoi. Je suis comme ça, et j'ai une vraie révélation. Et on joue 3 soirs d'affilée, et 3 soirs, je suis satellisé après. Il y a ma mère qui est là, mon père pouvait pas être là, il bossait, on en discute toute la nuit. Je lui dis, mais putain, je sais pas ce qui se passe. T'as passé un step sur ta perception de toi à ce moment-là. Ouais, la pression, je l'ai analysée plus tard, mais surtout, j'ai eu une sensation folle dans le corps, d'adrénaline, de pendant, après, je flottais et tout, plus que le sport, alors que avec le sport, t'es habitué aux trucs d'endorphine, de machin, après l'entraînement, t'es détendu, il y a tous ces trucs-là avec ton corps et ton esprit. Mais là, vraiment ouf. Et j'avais mon préparateur physique qui était, et mental qui était dans la salle, que je vois toujours d'ailleurs, et qui est venu me voir. Il m'a dit, bon, écoute, ça fait 7 ans que je te vois dans le sport études. Il y a un endroit où tu as ta place et il y a un endroit où tu l'es pas. Et ce soir, je t'ai vu à ta place. Ah ouais. Et il a raison. Ouais. Et aujourd'hui, en gestion de la pression, c'est pas beaucoup mieux en sport. Tu vois, si je me mets, je vais faire du VTT, il y a 3 marches à passer. Si je me dis, si je passe ces marches, ou si je suis avec un pote qui dit, ah, celui qui passe, c'est le meilleur, tu peux être sûr que je vais tomber alors que j'ai le niveau de passer les marches. En revanche, je suis à l'Olympia et tu me dis, 1 minute avant de monter sur scène, c'est complet et il y a Tarantino dans la salle, je vais te dégoupiller et ça va me transcender, je vais jouer encore mieux. T'arrives à t'expliquer maintenant avec du recul qu'est-ce qui a fait que tu gérais mal la pression avant? Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a une forme de maturité, mais non, c'est la phrase de mon préparateur physique. Il y a un endroit où je suis à ma place et un endroit où je le suis pas. Je n'étais pas à ma place dans ce monde de compétition, de cette compétition-là. Tu penses qu'il y a des gens qui sont à leur place et d'autres qui ne le sont pas? Genre de manière... Certains. Ouais. Pour le sport de haut niveau, tu vois, j'en ai croisé vraiment des grands sportifs, mais j'ai le souvenir d'un échange avec Ladji Doucouré, qui a été champion olympique peut-être, ou du monde, je sais plus, de triple saut, qui a fait danser avec les stars d'ailleurs aussi, avec Inès. Et quand moi j'étais en sport études, quand on avait des champions comme ça qui passaient, je t'explique pas, on était... Et je sais pas comment j'ai réussi à discuter avec lui, et je dis, mais comment tu réussis, finale des JO, la pression qu'il y a pour sortir le saut qu'il faut sortir? Et lui, tout naturellement, il me dit, mais ça fait 4 ans que je me prépare pour montrer à tout le monde que je suis le meilleur. C'est maintenant que je vais leur montrer. Je vais pas rater. Et ça, c'est un mental. Tu regardes tous les trucs sur Jordan, sur LeBron James, sur tous les grands champions, sur Léon Marchand. Tu vois, encore que maintenant, on dévie sur le plaisir, sur le Tony Parker. Ils doutent pas. On leur donne le shoot de la dernière seconde, ils disent, je vais le mettre. C'est pour ça qu'on me le donne. Moi, tu me le donnes, je dis, mais pourquoi ils font ça à moi? Mais on va perdre. Et t'es sûr que je le mets pas. En revanche, tu me dis, je sais pas, il y a eu des tournages où j'attendais mon gros plan, où je dois avoir la larmichette, et il se trouve qu'on prend du retard, et que le Réal vient me voir, il me fait, t'as une prise, on est 3 à la bourre. C'est horrible. Faut pas que je me foire. Et j'y suis, je suis au rendez-vous, quoi. Il y a un endroit où tu y es, un endroit où tu y es pas, quoi. Je sais que dans ce métier-là, quand il faut sortir le match, je le sors. En tout cas, je me le dis. Peut-être qu'il y a des gars du métier qui vont regarder la vidéo et le gars, non, il a oublié cette fois où il est passé complètement à côté. Il y a un truc qui me transcende. En fait, les grands champions, ils ont... Mais ça doit être pareil pour un avocat, tu vois, quand il y a un gros rendez-vous, le mec qui est à sa place, il sort
le gros game, Ouais, là où il faut le Il sortir. sait qu'il sait faire ou qu'il est en Il a mesure de le confiance faire. en lui. Ouais. Il se dit pas, ah, je vais rater, machin. Jordan, c'est ce qu'il dit quand il shoot. Il voit le bas. Et avant même de shooter, il se voit. Ouais. Après, il y a le travail, c'est encore autre chose. Ouais. Mais moi, je crois vachement à ça. Et je peux pas te dire, il y a eu un switch. Il y a un endroit où j'ai dit, Ouais, c'est là, ah ouais. t'es dans ce qu'on appelle le sweet spot. Genre, Ouais. tout est là pour, t'es au bon endroit. Je l'analyse maintenant avec le recul. Ouais. Gestion de la pression, t'es à l'endroit, t'es pas à l'endroit. Quand je jouais le prénom, j'ai joué le prénom pendant 6 mois à Édouard VII. Et je jouais le rôle de Bruel. Et un soir, il vient voir la pièce. Je l'avais croisé comme ça 2 fois sur des émissions. Et 5 minutes avant qu'on monte sur scène, il y a le régisseur général qui passe dans les loges et qui dit aux autres, putain, il y a Patrick Bruel dans la salle et tout. Et tout le monde fait, je te le dis, ah bah, il y a Florent, putain, ça va lui mettre le trac et tout. T'imagines, c'est lui qui a créé le rôle, Ouais. il est dans la salle et tout. Et je dis, pardon, qui, quoi? Je veux savoir. Et il me dit, il y a Bruel dans la salle. Je dis, putain, génial. Alors que normalement, je dis, oh putain, mais non, c'est un enfer parce que je jouais devant lui, il va se dire, gna, gna, gna. Et j'étais trop heureux parce que j'avais envie de lui montrer, moi, la direction que j'avais prise avec ce personnage qui n'était pas la sienne. J'étais heureux de me dire, en jouant, de me dire, putain, je joue devant Patrick Bruel qui a créé le personnage. Et j'espère qu'il va aimer, tu vois. Et puis s'il aime pas, c'est pas grave. Bon, il se trouve qu'il a aimé, il a été adorable avec moi et tout après. Mais il n'y a pas eu de, oh non, putain, les gars, non, laissez-moi 5 minutes. J'ai dit, mais on y va. Allez, putain, faut que je montre à Patoche ce que j'ai fait du personnage, quoi, tu vois. Alors que tu m'aurais dit, en sport, il y a un machin qui te regarde, c'était sûr que je tombais. En fait, t'as découvert que t'aimais la compétition. Ouais. Finalement, Oui. c'est genre cette compétition-là, elle avait plus de sens pour toi, en fait. Là, à ce moment-là, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est qu'en fait, finalement, ce que tu dis, c'est comme quelqu'un. Mais c'est pas de la compète, en fait, de performer sur scène. Tu vois, Ok. c'est pas pareil, quoi. C'est pas une compétition envers soi-même, un peu, genre. Il y a une forme, c'est plus de viser l'excellence Ok. qu'une compétition. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a ce parallèle de beaucoup de travail. Moi, ce que je sais, c'est qu'on m'a transmis, mon père, c'est plus mon père, je pense, que ma mère, sans jamais me dire sois le meilleur, il faut être le meilleur. Je sais pas du tout la culture de ma famille. En revanche, mon père m'a raconté toute mon enfance qu'à 16 ans, il s'est dit qu'il voulait être pianiste. C'était déjà très tard. Ok. Normalement, tu commences à 5 ans. Il a décidé, mon grand-père lui a acheté un piano et il a passé 20 heures par jour devant le piano pour rattraper le retard. Il avait des escarres au cul, des bleus au cul, tellement il restait assis. Il fumait déjà à l'époque, il s'est formé des dents, à garder ses dents serrées comme ça. Enfin, bref, le gars, et ça, il me l'a raconté toute mon enfance. Donc, il m'a pas dit il faut être le meilleur, et c'est en travaillant que tu deviens le meilleur. Mais en me racontant cette anecdote-là, il me l'a transmis. Okay. Et je me mets au sport, je veux être dans une structure de haut niveau, j'y arrive, j'atteins pas le haut niveau, mais je rentre dans la structure et j'ai le fonctionnement d'un sportif de haut niveau pendant presque 10 ans. Je me mets au théâtre. C'est pas pour jouer des spectacles de fin d'année de l'atelier théâtre de la Villa des Myrtes. C'est pour devenir acteur et si possible, en tout cas, je ferai tout pour être au max de mes capacités. Et si ça m'amène à être l'un des meilleurs, tant mieux. J'allais te poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, parce que là, autant là, tu te rends compte dans le sport à un moment que c'est bon, c'est dead, je suis pas à ma place, là, je vais être à ma place. Là, à ce moment-là, le goal dans ta tête, ou quand tu commences à te dire, ah putain, il y a un truc à aller atteindre, c'est quoi? S'il y en a un. Le premier truc, c'était d'en vivre. Ok. Vraiment. C'était... Je disais pas que j'étais comédien tant que j'ai commencé à dire je suis comédien quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand j'ai eu mon statut d'intermittent, que je me considère, alors qui n'est pas non plus, c'est quand même un chômage, mais pour moi, ça complétait mon travail, quoi. Je gagnais ma vie en tant que comédien et puis les acédiques venaient m'aider un petit peu quand même. Mais pour moi, ça y est, c'était mon métier, quoi. Mais avant, je disais pas. Donc, c'était le premier objectif, dire, je peux en vivre, je peux dire que maintenant, mon métier, c'est comédien. Après, mon objectif, c'était le max, quoi. Donc, c'était d'atteindre le niveau de mes idoles, tu vois. C'est donc, pas, par exemple, je sais que ça se fait un peu plus maintenant. Je crois que tu le dis tu l'as dit une, deux fois, peut-être, en parlant de, c'est terminer rêve américain, devenir acteur, aller au States, passer en France, puis ensuite. Ça se fait de plus en plus actuellement. Il y a quand même beaucoup de Français qui commencent à aller là-bas parce qu'ils savent que le marché est quand même vachement plus grand pour le coup. Plus dur, mais plus grand. Toi, tu t'es dit acteur, film, théâtre, ou c'était même pas une target finale? Que c'est, dans le sport, c'est la médaille. Ouais. Là, dans l'acting, est-ce qu'il y avait quelque chose? Non, j'avais un vrai parallèle qui a changé maintenant, mais un vrai parallèle avec le sport, effectivement, d'aller au plus haut que je pouvais. Et donc, je me fixais très haut. Je me souviens très bien.
Et c'est assez rigolo, sortir du petit appartement que mes parents me louaient dans le 9e à Pigalle. Et il y avait une colonne Maurice en bas de l'appartement quand l'année que j'ai passé au cours Florent. Et je sortais et il y a eu pendant quelques temps l'affiche de Michael Youn qui était à La Cigale et après l'affiche de Bruno Salomon, de One Man qui cartonnait. Et je me levais tous les matins et tous les matins je passais devant en partant au cours Florent et je disais un jour il y aura ma tête sur et elle y a été. Ça fait un peu penser à l'histoire de Jim Carrey, tu sais, qui s'était dit qu'elle allait genre, lui, il l'a fait avec un chèque. Ouais, bon, tu la connais. ouais. Mais se dire, je visualise, c'est un truc que tu fais beaucoup, la visualisation, des choses comme ça, que tu fais aujourd'hui consciemment. Ouais. Et avant, c'était aussi ça que tu avais déjà un peu J'ai en tête. plus progressé à faire dans la gestion du mental. J'ai plus progressé dans ce métier-là que dans le sport, c'est sûr. Parce que tu disais que tu avais Mais- un prépa mental déjà à ton époque. C'est hyper rare. Non, mais c'était pas, ça faisait partie de la structure du sport-études, si tu veux, C'est tu vois. ouf. Mais Ouais. ouais, mais c'était quand je vois ce qu'aujourd'hui tu peux faire avec juste une appli de méditation, c'était vraiment les tout débuts, tu vois. C'était un peu de sophrologie et se visualiser en train de gagner. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai retrouvé un pote à moi qui était en sport-études et qui faisait du triathlon et qui lui a fait 2 JO, qui était champion du monde junior, qui Ok. était vraiment Il a fait d'autres trucs, quoi. un très costaud. Et on parlait du préparateur mental. De Léon Marchand d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom du gars, mais qui est, moi j'ai regardé toutes ses vidéos, c'est vraiment très intéressant et ça n'a rien à voir avec ce que nous on faisait, c'était de la visualisation de enlever des mouvements parasites, tu te vois gagner, tout ça, alors que maintenant ça va beaucoup plus loin dans le plus profond de soi, le plaisir, c'est pas que parler de la performance. Moi je sais que j'ai fait un gros progrès mentalement et qui permet d'être beaucoup plus épanoui en fait, c'est que et je pense que ça te rend meilleur, c'est même pas je pense, c'est que ça te rend meilleur, c'est que dans des métiers très prenants, et que ça soit, bon là moi je parle du mien parce que c'est le seul que je connaisse, mais c'est pareil je pense pour un mec qui monte sa boîte et qui d'un coup passe 20 heures par jour, il a mis toutes ses économies et il se dit aujourd'hui je fais que ça comme chiffre, mais Ouais. dans 2 mois ou dans 3 ans j'en aurai 4 des boîtes comme ça et tout machin. Il y a un moment où tu te fais prendre par le rouleau, s'il y a succès, juste déjà par le travail, par le rouleau compresseur du travail et par le rouleau compresseur du succès, s'il y a, que tu peux oublier ce que tu es en train de vivre, tu n'es plus du tout dans l'instant présent et tu es que à voir la fatigue, le stress, le trac, les éventuels échecs qui accompagnent ce succès. Et donc tu vois pas du tout ce qu'il faut regarder. Tu regardes pas du tout ce qu'il faut regarder. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait On ne demande qu'à en rire. Donc c'était une émission en 2000 qui a commencé en 2010, qui était j'ai anticipé. Non, ton interview. on est dans le timing, t'inquiète. Et donc on a explosé d'un coup, je dis on parce qu'on était plusieurs dans cette émission, mais donc moi je passais d'une salle de 50 places qu'on galérait à remplir j'étais encore dans une petite salle, c'était 100 places mais qui était pleine 3 semaines à l'avance, quoi, où t'arrives, où il y a la file d'attente qui attend, c'est en 2-3 mois. Et puis les gens ont envie de vous voir, envie de vous découvrir, Complètement. on vous voit. Donc, bien sûr, donc notoriété, nanana. Mais ça a duré 2-3 ans, mais c'était énormément de travail. C'était 5 soirs par semaine sur scène, des sketchs à écrire, les enregistrements et la découverte de la popularité de la vie à Paris et tout ça. Donc en plus, des bringues. Mais ça, personne ne m'imposait de le faire, mais ça ajoutait à la fatigue. Et il y a eu un moment où, quand j'y repense, il y a eu des tas de jours où je passais à côté du plaisir de me dire putain, mais t'es à la télé tous les soirs devant 2 millions de téléspectateurs, t'écris tes sketchs, t'as un tel qui te juge, il y a Ruquier qui te dit que c'est bien, il y a machin qui te regarde, tu reçois un message de lui, c'est juste ça. Mais t'es tellement pris dans le rouleau compresseur qui dit oui c'est super mais bon demain je tourne un machin et là j'ai pas dormi, ouais mais c'est génial, oui ok c'est super mais bon tu vois, et ça c'est pas bon, c'est pas un bon mood. Et 10 ans après, c'est long, mais entre-temps, j'ai découvert la méditation, aussi de la pensée positive et comment tu peux structurer ta pensée et t'entraîner à penser mieux De choisir tes pensées, quoi. Complètement. Là, j'ai tourné une série qui s'appelle Commandant Saint-Barth. On a tourné 4 mois en Guadeloupe. Je suis vraiment le premier rôle. J'étais de toutes les séquences. Et ça a été 4 mois de tournage, 65 jours de tournage. Donc 7 sur 7, de 3 heures du matin selon les jours, enfin des 10 heures par jour sur le plateau, où tu fais toutes les séquences. C'est très physique, des changements de texte, des embûches comme il y a sur tous les tournages.
j'aurais très bien pu, pareil, me faire happer par le stress et de dire, et voilà, c'était un projet de rêve, et en fait, ça, c'est compliqué, et en fait, là, je suis fatigué, et puis je me suis bloqué le dos, et puis cette séquence, elle est pas bien écrite, il faut qu'on la réécrive, et là, tu passes 4 mois d'enfer, en fait, à râler tout le temps. Et ben, c'est là que je vois que j'ai beaucoup progressé, parce qu'il y a eu toutes ces embûches, il y a eu tous ces moments de pression, il y a eu des jours où tu t'arrives et tu dis, en fait, la séquence, là, elle tourne pas, faut qu'on la réécrive là, comme ça, et t'appelles les auteurs à Paris, le décalage horaire et tout, donc ça semble un peu compliqué, mais j'ai toujours eu, grâce à la méditation, ce micro-recul où tu dis, ouais, c'est dur, mais putain, je suis là, quoi. Parce qu'on demande qu'à en rire, ça quand même, c'est une étape. Moi, je crois que je t'ai découvert là pour la première fois. J'étais plus, Comme tout le monde. j'étais plus jeune et je te regardais. Je me rappelle vous avoir vu. Alors moi, je suis très content d'avoir aujourd'hui, parce que moi, je connais depuis très longtemps, pour le coup. Très longtemps, je suis désolé, sans faire d'offense. Je commence à m'y habituer. Mais à cette période-là, on est... là, aujourd'hui, on parle du Jamel Comedy Club, il y a des clubs partout. À ce moment-là, c'est genre, c'est un truc monstrueux. Ouais, ça a été un vrai raz-de-marée dans le monde de l'humour. Ouais. Dans le monde et vous êtes encore présent aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a aussi un facteur non négligeable de ton parcours, c'est que aujourd'hui, l'humour, il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans. Durer, c'est autre chose. Et durer dans... Je suis désolé, hein, mais l'ancien monde, un peu monde sans les réseaux, sans le truc, monde de la télévision, c'est être encore présent aujourd'hui, ça reste une perf. Juste pour venir sur On demande qu'à en rire, il se passe quoi après, genre ton monde, qu'est-ce que tu vois de ton monde? Parce qu'en fait là, le petit mec déter de l'Ardèche, oui certes qui a une blessure, mais qui rêve de sa passion, qui rêve de vivre de sa passion. Bon bah là ça y est, genre This Is It, c'est peut-être le goal d'une life, tu vois. Il faut savoir quand même que dans l'ambiance je tombe, je remonte, j'accepte de faire l'émission On demande qu'à en rire. Je suis pas trop pour au début parce que je vois pas pourquoi je me ferais juger par un jury qui va me donner des notes, qui sont-ils pour me... Tu vois, j'étais un peu genre rebelle, on était une bande de potes un peu très influencés, Poulvord, machin, Poulvord, Dupontel, tu vois, on vous emmerde tous, machin. Et puis finalement, j'accepte de faire cette émission. Et heureusement que j'ai accepté de la faire. Mais je fais 5 passages et je me pète le tendon d'Achille sur le plateau de l'émission. Et l'émission n'était pas du tout installée. C'est-à-dire, chaque semaine, on nous disait les audiences sont bien, mais pas ouf. On ne sait pas si l'émission va durer. Et toi, tu as vraiment la sensation qu'il y a un train qui passe. Là, il faut pas le louper. Il faut le prendre et rester dedans, quoi, tu vois. Et j'arrive à le prendre. Je fais 3, 4, 5 passages. Pas ouf, tu vois, je me sauve les miches, mais parce qu'on pouvait être éliminé à chaque fois. C'est pas, ça va, mais c'est pas, voilà. Et je me pète le tendon d'Achille. Donc là, il n'y a plus de théâtre. J'ai 2 mois d'arrêt, Becky, encore, blessure, opération. Je me dis, bah, s'il faut, quand je vais pouvoir remonter sur scène, ou au moins rejouer, l'émission sera terminée. Peut-être que finalement, elle aura disparu. Ou ils auront continué d'avancer, et puis moi, j'aurais plus ma place dedans. Ou bon, tu vois, enfin, voilà. Ouais. Donc, j'ai réduit au minimum la convalescence et je suis revenu dans l'émission avec mes béquilles, tellement je voulais pas rater le train, quoi. Tu vois, donc, tu sentais quand même que c'était le moment qu'il fallait pas louper. Je crois. Ouais. Bah, bien sûr. Et puis, tu peux pas être là. Et je dis, mais je peux jouer avec des béquilles. T'es sûr? Ouais, t'inquiète. On écrivait des sketchs avec mes béquilles. Bon, bref. Donc, ça a été une chute et tu te relèves. Et du coup, tu vois, l'émission a commencé en octobre. Je me suis blessé en novembre et je suis revenu en janvier. Et après, de janvier jusqu'à juin, j'ai plus lâché. Et puis, ça a vraiment décollé. Puis, t'es dans cette bulle d'émission où tu prends que des bonnes notes. Le jury dit, bah là, on avait Florent. De toute façon, on savait qu'on allait avoir un bon sketch. Et la prod te dit, de toute façon, on te met à la fin de l'émission parce que ceux d'avant, ils sont moyens, c'est des nouveaux et tout. Donc, on compte sur toi à la fin. Donc, tu prends de l'importance. Mais tu l'as gagné, hein, cette place. C'est pas juste pour te faire plaisir. Mais t'es dans cette bulle. Et là, on te dit, t'es le nouveau Dujardin, et c'est le nouveau Jim Carrey, et c'est le Jim Carrey français, machin. Et tu te dis, putain, mais quand je vais sortir de là, c'est va être la folie, quoi. Et après... Et c'est la folie ou pas? C'est la folie, parce que, bien sûr que c'est la folie, parce que c'est déjà énorme. Ouais. Mais c'est pas, on demande qu'à en rire, cinéma et Dujardin. Ouais. C'est déjà énorme, mais on ne demande qu'à en rire, et tu te rends compte qu'en demande qu'à en rire, t'as 2 millions de personnes qui te connaissent, qui sont comme ça, qui te courent après dans la rue, où vraiment il y a eu des trucs de fanatiques, mais tu te décales de 1 mètre sur le côté de cette bulle, personne ne sait que t'existes, ni le public, ni les gens du métier. Toi, tu crois que ça y est, tout le monde parle de toi, mais pas du tout. Mais c'est déjà énorme parce que t'as franchi un pas de malade, et que tu remplis des salles, et que voilà, ça c'est ouf. Mais après, il a fallu encore travailler. Après, j'ai rencontré Arthur et j'ai fait Vendredi de tes permis. Qui a... Je te coupe juste pour un truc, parce qu'à ce moment-là, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de compétition. Mais là, pour le coup, vous êtes clairement en compétition dans le monde
Parce que là, si je reviens au stress que tu avais avant, qui était un peu galère à gérer, là, pour le coup, t'es jugé, t'es noté, et en plus, vous êtes comparé. Complètement. Ouais. Donc, comment tu vis ce moment-là? Genre, parce que là, pour le coup, c'est comme le chant. Alors, je chante à mes heures perdues, je pousse la On veut chansonnette. entendre. On vous n'entendrez pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et il y a rien, je pense que c'est quasiment la même chose, je fais pas de théâtre, mais il y a rien de plus intime que de se dévoiler par rapport à ce qu'on a écrit, ce qu'on sait faire, ce qu'on a imaginé être créatif, d'être jugé et en plus déclencher du rire. Je pense que là, on a potentiellement tous les trucs les plus compliqués du monde à faire. Être authentique, créatif, faire rire et se dévoiler. Ouais. C'est un timing qui est quand même... Mais encore une fois, tu vois, c'est quand tu sens que t'es fait pour ça, que t'as la... Il n'y a pas de compète à ce moment-là avec les autres? Genre, il n'y a pas de... Si, mais bien sûr, parce qu'on nous met en compète. Enfin, le concept est une compète, donc... Mais étonnamment, tu vois, cette compète-là, elle existait déjà dans les festivals d'humour où tu vas à jouer dans un petit patelin au fin fond de l'Ardèche, ou de la Drôme en l'occurrence, et où tu as 5 humoristes, un jury, et c'est la soirée des jeunes talents, et tu fais 20 minutes, et puis et moi j'ai toujours été nul à ça. Là en l'occurrence, j'étais sur scène, mais pareil, j'étais pas bon sur 20 minutes parce que je voyais le mec passer avant. Je dis, le mec trop fort. Ouais, alors qu'il était pas meilleur que moi, mais à ce moment-là, il avait la grinta, tu vois. Bon. Et dans Le Monde qu'en rire, non, ça a été plus. Au début, c'était vraiment dur parce que tu l'as dit, il y avait tous les tracks réunis, c'est-à-dire le texte que tu connais mal parce que tu l'as écrit pour l'occasion. 300 personnes sur le plateau quand même. Ouais. C'était plus grand que ce que j'avais jamais eu comme public. Des caméras, un jury qui peut t'éliminer à chaque seconde et 1 million ou 2 devant leur télé. On est quand même au max. Mais je me disais, ok, c'est ça le chemin. Il faut le faire. Et il faut que tu sois au rendez-vous. Et je me préparais pour ça. Alors, je suis passé à côté de plein de sketchs où je me suis fait bouffer par le trac. Il y en a d'autres où ça a été, tu voles. Mais ça a été pareil avant la télé, quand je faisais les tournées des petits cafés-théâtres, où tu vas tout seul avec tes affaires, ton petit sac dans un théâtre qui est pas un vrai théâtre, tu vois, et où il y a 5 réservations pour le soir et tu joues devant 5 et tu prends un four devant 5 et t'es tout seul et après tu rentres dans ton hôtel ou l'appartement ou la chambre de bonne que le mec du théâtre te prête et t'es tout seul toute la journée jusqu'au soir où tu vas rejouer devant 10 personnes et reprendre un four, et ça pendant 15 jours dans une ville où tu connais personne. J'ai des tas de potes qui ont arrêté le one man pour ça. Parce que c'est trop de solitude, que c'est dur. Moi, jamais. Ça m'a mis le cafard par moment. Un peu, d'être tout seul à l'hôtel, comme ça. Mais pour moi, c'était le parcours. C'était dur. Je faisais mes armes. Il fallait passer par là. Et ce serait mieux le lendemain. Et c'était un peu mieux le lendemain. Et je me souviens très bien, j'ai toujours eu des agendas, des semainiers de papy. Mais je me souviens, chaque année, il était de plus en plus rempli. Donc, donc je me disais, je progresse. J'avais 20 dates l'an dernier, j'en ai 25 cette année, j'en aurai 30 l'année prochaine. Et puis tu vis de ça. Alors là, pour le coup, je vis de ça, et voilà. Et donc, pareil, on ne demande qu'à en rire, cette compète et tout. Alors, évidemment que parfois c'est dur, mais c'est ce métier. Hein. C'était un résumé de ce métier. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été mis plus en avant que moi dans l'émission, même si je sais que je faisais partie des piliers, que le public faisait. Parce que tu es à la même époque que sa mère, Ferrari, donc c'était Kev Adams, tu vois. Voilà. Belle période. Il n'y a pas eu de meilleure, je crois, quasiment après derrière. Il n'y a pas eu aussi. Non, on a été comme souvent les premiers dans le. Tu vois, mais. Si, il y a une compète, et puis après c'est un truc d'ego, et ce métier, c'est un métier un peu d'humiliation quand même. Tu te fais humilier, tu t'es très mis en avant, mais ton ego, il est des fois boursouflé, et des fois il est massacré, parce qu'on t'humilie, parce qu'on va dire lui il est meilleur. Il y a la comparaison directe en disant. Mais tout le temps. Perso qu'à cette époque-là, il n'y a quand même pas d'autre alternative que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux. Aujourd'hui, la grande majorité des gens... Non, là, c'est la grosse chance. Là, t'as un auditoire devant toi, et faut pas te foirer. Et si tu te foires, en plus, malheureusement, le prochain... Les gens vont le voir. C'est très compliqué, quoi. Alors que là, aujourd'hui, bon... Il y avait d'autres moyens de réussir, hein, mais là, c'est vrai que c'était un gros coup où tu dis, bon, c'est mieux de pas se rater. Donc... j'ai beaucoup travaillé. J'avais à l'époque ma metteur en scène et co-autrice qui s'appelle toujours Claire Jazz, qui m'a beaucoup supporté, tu vois, dans tous les sens du terme. Et peut-être que j'aurais pas tenu si longtemps tout seul. Et puis aussi toute la production qui était là, qui sont devenus tous des potes. Voilà, ça a été. Mais il fallait tenir.
Mais L'entourage à ce moment-là, ton entourage, ta famille, ils sont présents ou... bien sûr, Ouais. mes parents, moi j'ai une relation avec mes parents très très forte et ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai choisi de faire. Ça a été le sport, ça a été le théâtre, puis le sport, et puis finalement le théâtre pour finalement en faire mon métier. Et, euh, et ils sont là. Et contrairement à d'autres potes, pendant cette émission, pendant cette période où moi, je faisais mon passage, c'était enregistré, c'était pas en direct. Je sortais de l'émission, tac, j'appelais mes parents pour leur dire j'ai eu 2-20, c'est bon, je suis qualifié pour la semaine prochaine. Et le sketch a cartonné, oh, on est trop fiers de toi, mon cher, on regardera ça, c'est diffusé quand jeudi. Jeudi, on sera dans la télé. Et ma mère qui me disait tu sais que je me suis repassé 4 fois le sketch de la semaine dernière, il est quand même vraiment drôle et tout. Donc t'es Ouais. soutenu à mort. Surtout que le démarrage, il est 5 passages, pétage de tendon d'Achille, retour chez papa-maman à pleurer sur le canapé, j'arriverai jamais. Et après, ils me voient un peu renaître de mes cendres, si tu veux. Donc ils sont à fond derrière moi, toujours, encore aujourd'hui. On a une relation très fusionnelle. Donc je suis euh, très supporté par mes parents. Ils sont là, mais ils sont pas du tout du métier. Mon père est artiste, mais ils connaissent rien au Ouais. showbiz. Donc ils découvrent ça en même temps que moi. C'est pas eux qui vont me dire fais attention. Tu sais, quand tu parles à tel gars, peut-être, moi aujourd'hui, si mon fils il veut faire ça, c'est aussi une de mes fiertés dans ce métier, c'est que j'y suis rentré avec personne qui m'a ouvert la porte, sans avoir aucun des codes. Aucun, personne m'a dit on fait comme ça. J'ai tout appris au fur et à mesure et aujourd'hui, je connais pas tout, mais je connais une partie des rouages de ce métier, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit pas, de quand on te fait un Ouais. compliment, est-ce que c'est vraiment un compliment, est-ce que machin, tous les, bon, comme dans tous les métiers, quoi. Hein. Mais je commence à bien connaître cette industrie et ça, je l'ai appris tout seul aussi. Même au-delà de mon succès, c'est aussi de se dire, personne m'a expliqué, enfin pas de ma Ouais. famille en tout cas. Après, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé et ça aussi, c'est une fierté de découvrir un milieu dont après tu connais les méandres et les rouages. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné à ce moment-là? Parce que forcément, il y a des bons conseils et il y a peut-être le pire conseil qu'on t'ait donné. Euh, Bah, ça va être le même que ce que tous les artistes racontent. Hein, c'est qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit mais tu faisais quoi avant mais d'ailleurs, je vais raconter cette anecdote. C'était 3 personnes. Bon, je les citerai pas. Je dirais pas pour quelle radio elles travaillaient. Mais elles sont venues me voir jouer avant que je fasse On demande qu'à en rire. Et, euh, Et après, on a passé le dîner à faire au début des blagues sur non, bon, d'accord, mais t'es humoriste, mais tu faisais quoi avant? Bah, j'étais moniteur ski nautique. Ah, et tu crois qu'il te reprendrait dans ton école de ski nautique? Alors, 5 minutes, tu fais ah, bah euh, ouais, d'accord. Mais quand c'est tout le repas, tu rentres chez toi, Ah tu ouais. dis en fait, peut-être qu'elles ont raison. Et, euh, et on m'a dit, les mêmes m'ont dit non, mais t'es un bon comédien, mais humoriste. T'es pas, t'es pas Ah très drôle, ouais. quoi. Et tu dis ok. Et Mais c'était pourquoi? C'était pour te déstabiliser? C'était pour te... je sais pas. Ouais. Soit ça a vraiment été des blagues de mauvais goût, et elles s'en sont pas rendues compte. Euh, Parce que je les ai recroisées après plus tard sur mon chemin où elles m'ont demandé de venir sur leur antenne. Ok. Euh, C'était une petite satisfaction, je ne Ah, te ça cache fait pas. toujours plaisir. Bah ouais, tu Bah, bien m'étonnes. sûr, même si c'est, tu vois, moi je suis pas, c'est pas mon moteur, la revanche ou la rancune, mais tu dis bon, voilà, vous vous êtes un peu trompé quoi. Et bah c'est ça, mais j'ai pas eu, à part de me T'as dire pas le il faut conseil. arrêter, tu vois. Mais il y a un conseil qui est peut-être un peu dur. Alors, j'imagine, hein, d'accord, j'interprète en disant ça, mais le fameux conseil, sois toi-même. Hmm. Est-ce que, Ouais. tu vois, genre le... Non, moi, le conseil, qui est un vrai conseil, et où j'ai dit, quand on me l'a donné, j'ai dit, ouais, non, il s'est pas fait chier. C'est Jacques Villeray qui me l'a donné. Alors, peut-être que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais c'était un immense acteur, un petit peu alcoolique. Et il a tourné un film dans le village de ma sœur. Et un mois avant que je rentre au cours Florent, il faut une fête de tournage pour remercier le village d'avoir accueilli le tournage. Et moi, 15 jours après, je suis au cours Florent, et là, il y a Jacques Villeray à côté de moi. Bon, était tout bourré, hein, et je vais le voir et je dis, Monsieur Villeray, voilà, je me rends compte maintenant que c'est le quotidien des mecs qui arrivent comme ça. Toi, tu crois que t'es une Ouais. exception à le dire, vous savez, moi aussi, je veux devenir comédien. En fait, le gars, il en croise 100 par jour, mais comme c'est ton cas à toi, tu crois que c'est exceptionnel, évidemment. Et je vais le voir, je dis, Monsieur Villeray, je rentre au cours Florent dans 15 jours, quel conseil vous donneriez à un jeune comédien? Travail. Et il a tourné les talons. Bon, il a pas très envie de parler. Ouais. Bon, il aurait pu mettre un sujet, un verbe, un complément, tu vois, mais ça paraît un peu pourri et je me débarrasse de toi. Et en même temps, c'est le seul Ouais. conseil. Moi, quand on vient me demander ça aujourd'hui, alors c'est pas aussi court, mais en substance, il n'y a que ça.
Il n'y a que ça qui marche, c'est le travail. Travail sans talent, ça peut marcher quand même? Ah bah plus que talent sans travail, sans aucun doute. Mais ça, moi, je te le signe. Ouais. Mais c'est évident, mais bien sûr. Dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans la chanson, dans le spectacle, dans tout. Je viens d'aller voir le film sur Aznavour. Le démarrage très laborieux. Le mec, il a écrit 100 chansons par jour, enfin une chanson par jour toute sa vie. Et le travail. Et dans le film, ils lui font dire, mais je pense que quand il se sépare de Piaf, il dit à Piaf, bon, maintenant je vais voler de mes propres ailes, mais j'ai appris un truc à votre contact, c'est que voilà, le talent n'est rien sans travail. Et Brel a une interview très célèbre où il dit c'est 90% de sueur et 10% de talent. Tout le monde dit ça. Et j'en suis j'en suis persuadé. Question un peu touchy, tu penses que t'es talentueux ou t'es un travailleur? Humblement les deux. Je pense que j'ai certaines facilités à des endroits, tu vois. Que j'exploite, que je travaille, mais que je travaille. Ouais. Mais il y a une prédisposition qui fait que c'est plus facile. Bah bien sûr. Ouais. Mais sans aucun parallèle avec moi. Mais Jordan, il naît avec quand même, je pense, un bagage génétique qui est de l'espace. Physiquement, intellectuellement, il est quand même, c'est un peu un mutant. Mais si familial, ouais. Mais s'il n'est pas, ou Zidane ou machin, tous ils disent la même chose, qu'ils étaient élevés avant les autres, couchés après les autres, qu'il passait sa vie devant son panier à faire des shoots, tu vois. Donc, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je reviens à une demande qu'à en rire, forcément, là, il y a plein de rêves, là, il y a plein d'opportunités, plein de trucs. Comment on fait pour choisir les bonnes opportunités à ce moment-là? Parce que là, forcément, il y a des rêves qui arrivent et généralement, dans le succès, moi, je le vois beaucoup avec les gens avec qui on bosse. Quand on y arrive, on en parlait tout à l'heure, quand on arrive à un endroit et qu'on sait ça y est, on a un peu validé le truc. Après, il faut commencer à prendre des décisions qui sont basées sur le fait qu'on veut pas perdre ce qu'on a, mais qu'on veut continuer d'avancer avec ce qu'on a. Genre, comment t'as fait à ce moment-là pour... Je pense que déjà, il faut pas... je viens de me souvenir d'une citation de Sénèque par rapport à la question d'avant. Vas-y. Qui dit « La chance, c'est quand l'opportunité rencontre le travail. » Et c'est tellement vrai. Ouais. Parce que moi, je le disais quand on me demandait conseil, c'était dans ce métier, il faut être patient sans être attentiste. C'est-à-dire qu'il faut dire ça arrivera, mais moi, je me prépare pour quand ça va arriver. Mais ça marche dans mon métier, ça marche dans plein d'autres trucs. Si tu attends, parce que j'avais plein de potes qui attendaient là en disant ça va arriver parce que j'ai une nature exceptionnelle et à un moment, la lumière va tomber sur moi. Faux, ça n'arrivera jamais. En revanche, si t'as rien préparé, quand la lumière tombe sur toi, t'es pas grand-chose. Ouais. En revanche, si ça fait 10 ans que tu travailles et que la lumière tombe sur toi, t'es prêt. Et c'est pareil dans tout. Et je trouve que la citation de Sénèque, elle est parfaite pour ça. Et puis l'image que tu donnes, elle est vraiment cool. Alors le fait quand la lumière va tomber, si t'as beau ne pas être prêt... T'as une chance qui se présente. On ne demande qu'à en rire. Si j'arrive à résister au concept, c'est parce qu'aussi ça fait 4 ans quand même que je suis là en train d'écumer tous les cafés-théâtres, à me prendre des bides, à réécrire, à rejouer, à être meilleur, moins bon, meilleur, puis moins bon, puis machin. Et là, d'un coup, je me retrouve à un truc où je suis quand même moins équipé que d'autres, plus que d'autres, mais ça me permet de passer parce que j'ai travaillé avant. Et ça, j'y crois fermement, quoi. En revanche, sur l'autre question que tu m'as posée sur comment on prépare le step d'après et tout ça, je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire, c'est de toujours penser au step d'après. Parce que t'es pas là, t'es pas dans le moment présent. Et ça, maintenant, moi, c'est ma... Ouais, t'en parles souvent. Mais parce que oui. Mais parce que sinon, encore plus dans une carrière artistique qui peut quand même s'arrêter un peu n'importe quand, si t'es toujours en train de dire ok, là je fais ça, mais bon super, mais qu'est-ce que ça va m'apporter après? Ah ben t'arrives au stade d'après, et qu'est-ce que ça va m'apporter d'après? Ben t'es jamais en train de kiffer et encore, pardon, je reviens encore au truc d'Aznavour, mais le Aznavour, quand le film il se termine, moi, de toute façon je vais pas vous, on connaît l'histoire d'Aznavour, mais on comprend qu'il a jamais été heureux en fait. Ouais. Il n'a jamais été satisfait, jamais. Et quand il atteint son sommet, parce que lui considère être le sommet, il est déprimé. Moi, je l'ai beaucoup avec des gens avec qui je travaille. C'est sûr. Qui me contactent en me disant Roger, en fait, je pensais réussir à faire ça jusque-là. Là, je suis à un stade où, en fait, j'ai tout qui va bien. J'ai la maison, j'ai les trucs, j'ai vacances. Et là, c'est un peu tout ça pour ça. Ouais. Toi, tu l'as eu, ça, ou pas du tout? Non. Mais j'ai pris conscience, en revanche, que je pensais toujours à l'après. Et que j'étais pas pendant. Et ça, je l'ai vraiment corrigé parce que faire 2 soirs à l'Olympia avec mon premier spectacle, c'est faire 2 soirs à l'Olympia avec mon premier spectacle. C'est pas, j'ai fait l'Olympia, donc normalement, ça devrait m'ouvrir la porte de...
où il y a quelqu'un dans la salle ce soir parce qu'il est venu, parce que c'est l'Olympia, mais du coup, il est là et peut-être qu'il va me proposer ça après et tout. En fait, on n'en sait rien. Juste, là, tu fais 2 soirs à l'Olympia, t'as ton nom écrit en rouge sur le fronton de l'Olympia. Ça arrivera peut-être pas plusieurs fois dans ta carrière. En tout cas, là, c'est la première fois. Et les premières fois, ça vaut de l'or. Il faut les savourer, il faut les vivre pleinement. Et en fait, à force de te dire, j'ai passé ce cap-là, et après, ça sera ce cap-là, je te dis pas qu'il faut être là, se satisfaire et dire, sauf si t'es heureux là où t'es. T'as des gens qui visent pas le sommet, qui sont heureux comme ça, et c'est pas leur sommet à eux, quoi. Exactement. Non, mais l'ambition, c'est pas forcément c'est un moteur, mais c'est pas gage de bonheur. Loin de là. Parce que c'est tellement vecteur d'angoisse, de frustration, c'est bien, dans mon métier, il faut être ambitieux. Mais je crois que si t'es heureux de là où t'es, que tu savoures la victoire que tu es en train d'avoir là, quoi, parce que c'est une victoire. Je reprends l'Olympia, mais là, attendez, je suis à l'Olympia, gars. C'est ouf, l'Olympia. Ouais. Tu vois, c'est mythique. Ton Donc nom il faut inscrit être. Sur Bien le sûr, truc, je suis resté 20 minutes devant comme ça à pleurer, à dire c'est mon nom, quoi. Ben voilà, c'est pas une fin, mais c'est un moment qu'il faut savourer. La série que j'ai tournée, j'espère évidemment qu'il va y en avoir d'autres, que ça va donner des idées à d'autres productions, à d'autres réalisateurs, et que je vais avoir plein de projets comme ça après. Mais je ne veux pas y penser pendant. Je me suis forcé à pas y penser, à dire je suis là. Là, ce que je veux, c'est être le meilleur maintenant. Je vais travailler pour ça. Et le reste, on verra après. Comment on fait pour kiffer ta technique à toi, pour kiffer un peu l'instant présent? C'est un peu du Eckhart Tolle pour le coup. Mais quel est soit ton conseil, ou qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Comment les personnes peuvent faire pour réussir à se satisfaire de l'instant présent? Est-ce que toi, tu as une technique ou quelque chose? Ah bah ouais, moi c'est la méditation et la lecture, quoi. C'est vraiment, il y a eu un moment où je m'en sortais pas de ces angoisses de ouais mais je vais pas y arriver, et lui il est mieux que moi, et pourquoi j'ai raté cet embranchement, j'aurais pas dû faire ce choix, et puis ça se sentait physiquement, je perdais ma voix, enfin tu vois, c'était des trucs très chelous. Et je me suis remis à la sophrologie et à la méditation et aux accords Toltec, dont je conseille la lecture. Il est dingue ce livre. C'est un classique, mais il est très bien. Et en fait, non, je me suis astreint, j'ai lu un bouquin de Jonathan Lehman, qui est un ancien avocat d'affaires parisien, mais enfin français, mais qui était à New York. C'est un peu genre le loup de Wall Street. Donc, pute, drogue, alcool, déglingue, oseille. Il perd son père de manière brutale. Et ça lui met un électrochoc, il dit non mais en fait je suis en train de passer à côté de ma vie, pourquoi je me drogue, pourquoi je m'en fume, pourquoi je picole autant, il y avait un truc qui va pas et tout, et il bascule du côté de la méditation et il devient, comme il le dit lui, un touriste du bonheur. Et il a fait un bouquin et c'est vraiment intéressant. Je connais pas du tout ce livre. Pourtant j'en connais pas mal, mais il a un truc qui s'appelle les antisèches du bonheur, je crois sur Facebook, ou peut-être sur YouTube maintenant, et surtout il a une appli, ce qui s'appelle Seven Mind, et qui est une appli de méditation, d'initiation, et puis après plus. Et moi, le truc qui m'a marqué, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire que comme tu peux entraîner ton corps et ton cœur au footing et être plus endurant en l'espace d'un mois de footing tous les jours, ou voilà, que tu cours d'abord 5 minutes, que t'es essoufflé, t'as mal au genou, t'as mal au dos, un mois après, tu dis putain, je cours 1 heure, c'est fou. Ton cerveau peut bouger comme ça aussi avec la pensée positive ou le moment présent, machin. Donc, depuis, je commence ma journée tous les jours. Ouais, tu fais ta routine. Par une méditation. Ouais. Avant de me lever, avant d'allumer ces putains de portables. Je fais une méditation soit avec son appli, qui est sur mon portable, soit avec des méditations que j'ai apprises par cœur que je fais tout seul. Et quand tu te répètes tous les matins, et que quand tu te réveilles, et que tu répètes à ton cerveau tous les matins, je suis heureux, ou je suis fort, ou j'ai confiance en moi, ou j'ai déjà beaucoup de chance, ou mon parcours il est super, mais il sera encore mieux après, ou j'ai de l'ambition, ou j'en sais rien, tout ce que tu veux. Ouais. Ton cerveau il bouge. Et après, tu te mets à penser naturellement comme ça. Ou tu as un petit voyant qui s'allume quand tu es en train de pas fonctionner exactement et que ça part un peu en toupie. Tu dis, là où tu l'aurais pas vu avant et tu serais parti en toupie pendant 3 jours, là, tu dis, là, tu pars en couille. Et tu te remets sur ce que toi, tu considères... Tu te réalignes, en fait, finalement. Complètement. Ouais. Et moi, je suis sûr que sur ce tournage, d'avoir eu toujours le micro-recul, de dire, c'est quand même ouf, quoi. T'es premier rôle d'une série... T'es à l'endroit que tu rêvais d'être, tu fais kiffer ta famille en plus, parce que c'est en Guadeloupe et que j'ai fait venir toute ma famille, qu'ils étaient là, mes parents, ils étaient comme des oufs d'être dans une belle maison, dans leur fils sur premier rôle sur le truc. Et donc en plus, t'as cette satisfaction-là.
et de pas m'être laissé emporter par le tourbillon du stress, du machin, je sais que c'est la méditation. Mais je commençais tous les matins en disant trop bien. À quel moment ça rentre dans ta vie, ça? Parce que en fait, à la base, ça n'y est pas. Et là, Ouais. tu le fais rentrer à quel moment? Ça rentre à la sortie du deuxième confinement. Ok. Qui a été je m'en suis rendu compte a posteriori, le deuxième a été une grosse épreuve pour moi. Pourquoi? Parce que tu faisais beaucoup de vidéos, je me rappelle. Le premier, je faisais beaucoup de vidéos. Tout le monde était à l'arrêt et je me suis mis à faire beaucoup de vidéos alors que quand le confinement a été déclenché, j'ai dit à ma femme, ah, putain, je vais enfin rien faire sans me dire, pendant que je fais rien, il y en a d'autres qui travaillent. J'avais aussi le plaisir de faire ces vidéos et d'avoir le retour des gens qui me disaient putain merci, donc j'avais aussi un peu l'impression de servir à quelque chose dans un moment complètement lunaire de l'histoire de l'humanité, où tu dis ah tiens là, mon boulot il sert vraiment à quelque chose. C'est un truc qui me tient à cœur aussi beaucoup avant le confinement et tout ça, mais ça fait partie c'est quasiment la seule raison aussi pour laquelle je fais ce métier, c'est de d'égayer le quotidien de gens qui ont une vie plus compliquée que la mienne. Mais je le dis, c'est pas une posture, je le pense sincèrement. Mais le deuxième confinement, ça tournait quand même. La vie tournait, c'était pas à l'arrêt comme le premier. Moi, j'ai cru que ça allait s'arrêter pareil, mais les théâtres étaient fermés. Et moi, j'avais fait le choix, un mois avant le reconfinement, de refuser des tournages pour donner la priorité à mon one man. Et pendant 8 mois, je suis resté à tourner en rond, à regarder mes potes bosser sur les réseaux sociaux et dire je suis en tournage là, à repenser au tournage que j'avais refusé pour mon one man et à pas pouvoir jouer. Et vraiment et donc derrière, quand la reprise du spectacle s'est rapprochée, étonnamment, je me suis effondré. Alors que c'était le bout du tunnel. J'aurais dû dire, putain, ça y est, ça fait 8 mois que j'attends de jouer, je vais jouer. Ben là, la pression devait être trop grande. Et je voyais la reprise du One Man reprendre. Et je perdais ma voix, je plongeais en énergie, je serais pas prêt et tout, machin. Voilà. Et une sorte de dépression. Ouais, pas dépression, c'est un bien grand mot parce qu'il y en a qui l'ont, qui font de la dépression et c'est très dur, donc ce serait un peu un moment pas bien, un petit effondrement quoi. Et c'est Philippe Cavrivière qui est le co-auteur de mon spectacle et qui est un très bon ami et qui est quelqu'un d'intelligent et qui lit beaucoup de livres, m'a dit t'as pas l'air en grande forme, lis ça, les accords Toltec et Jonathan Lehman. Et en même temps j'ai vu un sophrologue qui m'a dit il me dit, moi j'ai vu plein de gens s'effondrer à l'annonce du confinement, ça a été comme ça, et vous, c'est en décalé. Mais là, ce que vous décrivez, mais ça a mis, comme je suis quelqu'un qui a un cerveau très rapide, ça a mis 1 mois ou 2 à réaliser que, tu vois. Mais par contre, la méditation, d'abord, ça m'a beaucoup plu, et c'est rentré à ce moment-là dans ma vie, et ça me sert énormément, et je le conseille à quiconque. Vraiment. J'en ai fait beaucoup, moi, j'en faisais pendant un bon moment, mais à chaque fois, moi, c'est par période. Genre, je le prends, entre guillemets, quand j'en ai besoin. Mais c'est difficile de rester dans Alors c'est déjà, une rigueur aussi. Ouais, et tous les jours, en fait, en plus aujourd'hui, quand tu taffes dans la création de contenu, t'es complètement happé, ou dans la création de contenu au sens large, je parle cinéma, tout ce que tu veux. T'es constamment en train déjà de consommer des trucs et de se poser. En fait, c'est presque comme si la méditation non voulue, c'était de se faire happer par le pouce, et en fait, finalement, tu te fais avoir. Mais je sais que moi, je le fais par période. Respiration aussi, t'en fais aussi pas mal. Si, d'après toi, est-ce que nos enfants, nos amis, tout le monde au quotidien, on devrait faire ça de manière... Ah ouais. Mais alors... Tu penses que ça changerait quoi, si tout le monde le faisait? Ah y a plein de gens qui seraient bien plus détendus déjà. Ouais. Et plus heureux. Plus heureux, quelle que soit ta condition. Parce que tu ne maîtrises pas les plaisirs qui t'arrivent et qui potentiellement peuvent te rendre heureux. En revanche, d'avoir la joie en toi, tu la trimbales de partout. Quand ça va pas. Je veux dire professionnellement ou dans la vie. C'est de comprendre que tu es le moteur de ta propre joie de vivre et que tu dois pas attendre qu'il y ait une satisfaction extérieure qui vienne te rendre heureux. Okay. Si tu utilises les plaisirs, si les plaisirs deviennent la raison de ton bonheur, c'est foutu. Ouais, t'es esclave. C'est pas toi qui gères les plaisirs. Ouais. C'est pas toi qui gères ça va bien se passer. De toute façon, il y aura des épreuves dans la vie tout le temps. La vie, ça ne sera jamais la paix autour de nous. On va avoir des épreuves, on va perdre des proches, on va avoir des embûches, on va avoir des hauts, des bas et tout. Mais en revanche, toi, d'avoir cette énergie positive, de bonne humeur et de se dire ok là c'est pas facile, mais
ça va quand même pas mal là. Ouais. Parce qu'il y a ça. Un proche est très malade, ça paraît très très mal barré, mais là il est là pour l'instant. Ouais. Après, quand il faudra vivre le deuil, il faudra vivre le deuil, mais là il est là. Donc ne pensons pas à dans 3 mois, 1 an, 2 ans, quand il sera parti, ça va être terrible. Là il est là. Ok. Donc je crois, mais je le crois, et surtout j'ai vu l'évolution, moi, dans ma manière de vivre et d'aborder mon métier et les épreuves et de la vie et du métier, et les bons moments et les mauvais moments, grâce à vraiment cette manière de réfléchir. Et ça se transmet. Et parce que mon fils, il a la pensée positive. Et c'est même lui, des fois, mon maître. Il te rappelle, s'il te mais plaît, complètement, papa. mais je te jure. Et quand tu vois que ça se transmet, et que lui, il a 8 ans, et qu'il pense déjà comme ça, tu dis, il y a des chances que ça aille en grandissant en plus. Ouais, tu on vois. n'insulte pas le monsieur au feu rouge. On insulte- Non, mais je te jure. Cet été, on se loue on fait un road trip avec un van qu'on loue. Et au début, je le trouvais un peu petit, un peu, tu vois. J'étais là, ouais, bon, on est en Bretagne, il pleut, il fait froid, le van il est trop petit. Et j'ai mon fils dans le rétro à l'arrêt qui fait, papa, je crois pas que tu râles beaucoup là, on est quand même bien tous les trois, non? On est là au bord de la mer, on va faire du surf. Je fais, oh putain. Allez, Et je dis, mais t'as raison. Ouais. Il dit, arrête de râler, on est bien là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Et il me ramène, c'est mon Jiminy Cricket, quoi, tu vois. Mais si lui, il est pas là, tu l'as. À force de l'entraîner, ça vient. Et après, des petites citations que tu lis sur les réseaux sociaux, dans des bouquins, qui seraient passés comme dans ouais, bon, ils se sentent plus sur, tu vois. Là, tu dis, ah, tac, ah ouais, putain, ça résonne différemment en moi, tac, je m'en empare. Tu vois, et t'as un peu l'impression d'être le prof de yoga des petits mouchoirs, à un moment, tu vois, où c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous, c'est une très belle énergie, on est très heureux. Et c'est un peu ça. Ouais. T'es pas obligé de basculer dans le truc fou, mais c'est un peu ça quand même, quoi. Et je trouve que si tout le monde faisait ça, d'ailleurs, Jonathan Lehman, il le dit dans son bouquin, il dit, aujourd'hui, on trouve normal de faire du sport 3 fois par semaine, ou presque tous les jours. Il y a plein de gens qui font des étirements. Totalement. Voilà. Il y a 50 ans, nos parents, nos grands-parents, c'est du sport ou pas, t'avais des sportifs, mais on n'avait pas... Il y a plein de sportifs aujourd'hui qui ne sont pas des sportifs, qui savent juste qu'il faut faire de l'exercice physique. Ouais. Lui, il pense, et je pense qu'il a raison, que la méditation va rentrer dans notre culture et que ce sera normal de faire sa petite méditation comme tu fais ton petit footing. Pas de devenir des maîtres yogis, mais... Je vais peut-être reprendre la méditation. C'est peut-être un signe qu'il faut que je Mais moi, j'y crois fermement. Je te jure que ça solutionne plein de trucs. On arrive, entre guillemets, à ce moment-là, la deuxième Covid, deuxième confinement. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Parce que là, tu es officiellement un humoriste reconnu en France. Ouais. Là, ça y est, t'as, entre guillemets, plus rien à prouver. Il faut juste continuer de confirmer. Il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Il y a des one-man shows. Oui, non, mais même avant le confinement, j'ai déjà tourné, des films. J'ai tourné mon premier film avec Danny Boone en 2016, tu vois, Red Dingue. Papa ou Maman sur M6. Ouais, donc ça tourne, tu vois. Et puis, il y a un petit palier, quoi, où t'es là, t'es dans le paysage, tu bosses, c'est cool, quoi, tu vois. Mais tu veux il faut... À ce moment-là, t'as peur de ne pas réussir à passer le palier? Ouais, tu te dis il faut que je continue de travailler. J'ai pas peur. J'espère être sur la bonne voie et que le travail que je fournis, c'est le bon travail pour aller au step au-dessus, quoi, tu vois. Parce que je suis très heureux à ce step-là, mais je serai encore plus heureux d'aller découvrir d'autres endroits, quoi, tu vois, de travail, d'autres expériences. Il y a déjà des rêves, parce que là, on va en parler après de la série, de tout ce que tu fais. T'as quand même de l'actu. Genre, c'est ça que je disais un peu au début, hein, c'est que t'es quand même tu viens d'un monde où c'était très compliqué d'exister, c'était la télévision pour exister. Dans un monde aujourd'hui où on peut exister pas tout seul, parce que c'est une utopie ça, de penser qu'on peut vivre tout seul. En tout cas, là-dessus, à ce niveau-là, t'es quand même là depuis hyper longtemps et t'as quand même de l'actu et tu continues d'exister. Genre, c'est une perf différente que d'exister juste par reconnaissance. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais ça, je crois au travail. Ouais. Mais bien sûr que déjà de durer dans ce métier, mais tu sais jamais combien de temps. C'est ça qui est ouf dans ce métier. C'est pour ça qu'il faut le savourer chaque minute. Parce que c'est pas quand d'un coup ça ralentit que tu dis ah merde, c'était pas mal en fait. Quand je disais que c'était pas assez, c'était déjà bien en fait. Ouais. Et encore une fois, c'est pour ça que je crois fermement au travail mental pour avoir toujours ce réflexe. Mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. C'est d'être heureux là. Voilà, mais travaillons pour aller encore au-dessus parce que ça va être une autre expérience, ça va être des projets plus gros. C'est ce qui m'est arrivé sur cette série. D'un coup, tu dis ah ouais là putain, j'ai découvert
des trucs que je connaissais pas, d'être tout le temps sur le plateau, c'est une autre expérience, tu deviens encore meilleur parce que chaque expérience t'enrichit et si tu as un poste supérieur à chaque expérience, bah, tu deviens de plus en plus expert dans ton métier, quoi. Donc ça t'ouvre d'autres portes. Et moi, vraiment là, ce tournage, je me suis découvert... je me suis découvert pouvoir être leader. Ouais. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre avant et maintenant? Peut-être que c'est que moi avec moi-même. Hein. Parce peut-être que les autres auraient dit, bah, tu l'étais avant. Naturellement, je pense que tu as un tempérament où on a... Peut-être qu'on a envie de me suivre par l'énergie. Ouais, peut-être. Mais ça, je l'entends, parce que je suis moteur, parce que j'ai une énergie qui est communicative, qui est positive, et on se dit, ah bah ouais, je vais le suivre, le gars. Voilà. Et puis tu t'es marrant, en plus. Non, mais je comprends. Hein. Mais d'assumer, en fait, c'est plus ça, je pense que c'est plus par rapport à moi encore. Hein. Mais là, je suis arrivé sur ce tournage, je me suis dit, bon, il y a une équipe de 40, 50 personnes. Moi, je suis vraiment le méga premier rôle du truc, je vais être là tous les jours avec eux. J'ai la nature que j'ai. Je crois fort au travail, à l'état d'esprit, en tout cas ce que je fantasme peut-être être l'état d'esprit américain où on est tous, les gars, on va bosser tous ensemble, on fait du bon boulot, ok les gars, j'ai confiance en toi, toi tu fais du bon boulot, toi c'est super, toi c'est... Mais je crois pas que je le fantasme, on voit bien qu'il fonctionne un peu comme ça sur les interviews, le peu que j'ai pu aller aux États-Unis, il y a ce truc-là de on fait du bon boulot, c'est super et tout, machin, faut croire en nous et tout. Et je me dis, bon, t'aimes ça? Tu crois à ce qui est pas exactement la culture française où on est un peu plus... Oui. Tu vois? Je dis, là, t'es à un endroit où tu peux le faire. Le réalisateur avec qui je travaille est un mec super précis dans son taf et tout, mais il a pas la nature que j'ai moi, donc il va pas t'ambiancer le plateau et ça l'arrange presque si c'est moi qui le fais. Et d'un coup, je me dis, ok, là, je suis à cet endroit-là. On m'a offert ce premier rôle. J'ai dit à la production, à tout le monde, j'ai dit à partir du moment où j'ai été validé, je dis, moi, si vous avez besoin de moi, je serai là tout le temps. Je fais les callbacks, les castings de tous les autres rôles, si vous voulez, je me rendrai disponible parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils viennent passer des essais sans personne pour leur donner la réplique. Puis comme ça aussi, on voit si ça matche bien avec moi. Pour moi, ça fait partie du processus de création. Je vais être là dans tout le processus de création de la série. Et sur le plateau, ben, je me rends compte que je peux être le vecteur de la bonne vibe et de... quand je sens le groupe qui avec la fatigue et tout, de dire les gars on lâche pas, on fait du bon taf et tout, mais ça passe par tous les matins à aller dire ça va mon pote, ouais t'es en forme, tu t'as récupéré, aller dire bonjour à tout le monde. Donc c'est à la vie du groupe, ça m'a vachement plu d'être de manager ça. Oui, bien sûr. Il y avait une production et tout, hein, j'ai pas tout fait tout seul, loin de là. Je restais quand même, tu vois, on est des acteurs, donc on est vachement repose-toi parce qu'il faut que tu sois bon. Et c'est vrai, à ce moment-là, à donner tout, mais voilà, un moment oser prendre la parole, de dire les gars, je vois bien que là on est tous un peu crevés, il reste encore 2 heures, là il pleut, on est de nuit et tout, mais faisons-le, je vous jure on va être fiers de nous et tout, tu vois, d'être un peu, je sais pas comment dire, quoi, être le moteur, quoi. Et ça c'est un truc qui m'a plu, qui m'ouvre d'autres perspectives où je me dis bon, ben je peux gérer une équipe. Ton positionnement est en train de changer, tu trouves? Comment? Ton positionnement est en train de changer? À moi, dans ma manière d'aborder un groupe, oui. Ouais, carrément. Peut-être que je me l'autorise plus. Peut-être que ce tournage, comme le réalisateur, on a travaillé main dans la main, et les auteurs et tout, et que sur certaines idées que j'ai proposées de réalisation, pas tout, loin de là, mais on m'a dit, ouais, mais c'est une bonne idée ça en fait, bah, tu prends confiance en toi, et confiance en ce que tu peux proposer. Quand on vient les techniciens qui ont travaillé avec toi viennent te dire, putain, ça fait du bien de travailler avec un mec comme toi qui a la bonne énergie, qui d'un coup il sent que ça va pas, il vient de taper sur l'épaule, dire gars, il y a un peu, ça va pas, mais viens, vas-y je t'aide, tac, machin. Putain, ça fait, ils te disent que c'est bien, tu vois que ça fait du bien, que ça aide les autres à se tirer vers le haut. Je dis pas que c'est moi qui les tire vers le haut, hein. Je dis que c'est l'énergie que je mets, et puis des fois c'est eux qui, justement, quand tu crées une énergie comme ça, quand toi t'as un petit coup de mou, il y a l'autre qui va te faire allez, vas-y, putain, c'est moi qui t'aide. Et j'ai adoré cette énergie-là, et j'assume de plus en plus être capable d'être le vecteur sur un groupe de cette énergie-là, quoi. Tu peux nous parler de cette série? Ça s'appelle Commandant Saint-Barth, et c'est une comédie policière où je joue donc le commandant Saint-Barth, et donc ça se passe sur une île paradisiaque qui n'est pas nommée, mais ça ressemblerait un peu à genre Saint-Barth ou Saint-Martin, des îles un peu où il y a des gens qui ont pas mal d'argent et des stars et des voilà. Et moi j'ai grandi sur cette île
Et donc c'est un flic en chemise à fleurs, en cabriolet, qui fait du surf, du ski nautique, qui a l'air très très détendu, qui fait que des vannes, qui est très positif. C'est un soleil quoi. Mais il pourrait sembler être un peu dilettant, si tu veux. T'as l'impression que c'est un peu le plagiste policier, mais en vrai, c'est un très très bon policier qui a un vrai esprit de déduction. Et surtout, il a un petit truc à lui, c'est que quand il arrive sur une scène de crime, il ne peut pas regarder les cadavres parce que il a une histoire personnelle un peu compliquée avec ça. Mais il prend un petit objet qui appartient à la victime, ce qui rend folle évidemment l'officier de la PTS parce que du coup, il y a des empreintes de partout. Je prends l'objet et ça m'aide à me mettre dans la place de la victime. Donc, j'ai l'objet, c'est mon objet totem. Et après, je vais comme ça dérouler mon enquête avec un rapport particulier avec la victime. Moi, j'y ai mis beaucoup de mois, quoi. J'ai beaucoup travaillé. Ça a été 3 mois de tournage, mais ça a été 4 mois de préparation auparavant, physiquement, parce que il est très souvent, c'est un mec athlétique et sportif et tout. Alors, que je suis sportif, je le suis, mais là, comme je suis coquette, je savais que j'allais être torse nu souvent ou même à poil et tout, donc ça a été régime, sport pendant tout le tournage et les 6 mois qui ont précédé, tout pour être vraiment comme on imaginait le personnage. Ça a été beaucoup de travail sur les textes, sur comment composer le personnage. J'ai travaillé comme un acteur normal, si tu veux, mais c'est beaucoup de travail. Enfin, moi, c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus détendus là-dessus. Moi, j'aime bien me dire, j'ai le temps de préparer et ça passera, encore une fois, par le travail et j'arriverai sur le plateau en ayant travaillé, mis plusieurs couches à mon personnage, une inspiration par-ci, un petit peu d'OSS 117, un petit peu de Bebel, un petit peu de Jim Carrey, un petit peu de Dujardin, un petit peu de Brad Pitt, un petit peu de tous ces gens que j'admire. Personne ne sait que là, je fais Brad Pitt, évidemment. Mais moi, je me dis, tiens, là, ça, c'est un truc, il ferait comme ci, machin. Ça, c'est ma petite tambouille, mais ça prend du temps, tout ça. Donc après, le moment de la diffusion, c'est là où tu livres tout ton travail et que des gens aiment ou n'aiment pas. Il y a des codes qui font que les choses fonctionnent mieux que d'autres? Ça, j'en sais rien. Franchement. C'est une question. Je bosse avec des gens dans la musique et on a des gens qui viennent dans la musique et c'est une question que je leur pose parce que avant, je dis l'ancien monde comme si c'était il y a très longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. La musique, on avait des chances de faire péter un morceau plus qu'un autre parce qu'il passait plus à un endroit qu'un autre. Donc forcément, il reste dans la tête. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En tout cas, plus autant. Et il y a une vraie rencontre avec le public. Est-ce que, par exemple, quand on fait une série comme ça, ou quand il y a des choses, on sait qu'on va dans cette direction parce que ça fonctionne ou pas du tout? Moi, non. Vraiment, ça, j'ai pas cette science-là. Et je pense que si quelqu'un l'avait, il y a une prod qui ferait que des cartons et ça n'existe pas. Donc, les Américains, là-dessus, ils sont... Ouais, ils sont pas mauvais, mais enfin, ils font aussi ils font leur bidaille aussi. Non, moi, je crois, en tant que spectateur, je sais pourquoi j'aime une série. Et j'aime bien une série souvent parce que j'aime bien le personnage, j'aime bien l'ambiance de la série et j'aime bien être avec eux en fait. Des fois même, je me rends compte au bout de la 3e saison, je regarde même plus l'histoire, je suis plus du tout critique à rien. Je veux juste être avec eux, vraiment. C'est peut-être que moi, mais et donc je crois à ça, un personnage qu'on aime bien, avec qui on a envie de passer du temps. Quand on vise une série, tu vois, feel good et tout, et là, Commandant Saint-Barth, c'est vraiment la série feel good qui te met de bonne humeur, qui te met des good vibes, quoi, tu vois. Et je me dis que ce personnage-là, et l'ambiance, parce qu'il y a une vraie identité artistique et graphique et musicale, il y a un vrai truc où on dit, ça, c'est Saint-Barth. Le personnage, son look, la musique qui va avec, les images, les choix artistiques du réalisateur et tout, elle est vraiment, il y a une identité de cette série. Il y a un truc qui est intéressant avec ton parcours, c'est que tu commences humoriste, quand même, sportif, humoriste, et aujourd'hui acteur. Il faut être multicasquette. On en parlait un petit peu avant notre podcast. Pour être connu, reconnu, il faut exister au travers d'une particularité un peu spécifique. Toi, ça a été l'humour finalement. Aujourd'hui, t'es acteur. T'es acteur, tu chantes. Il y a plein d'autres. Sportifs, pâtissier. Donc aujourd'hui, il faut avoir un truc quand même d'être multicasquette. Alors qu'en France, c'est pas très bien vu d'être multicasquette, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nécessité à le devenir malgré tout. Je sais pas s'il y a une nécessité. Je saurais pas l'analyser parce qu'on peut trouver des contre-exemples du Jardin, par exemple. Alors, tu vas me dire qu'il fait partie de l'ancien monde, peut-être, maintenant sur le digital, mais en tout cas, il est acteur. Ouais, mais il a un rôle
il a un Non, mais il rôle fait pas de la d'acteur. réalisation, il écrit pas ou peu, il est acteur et il le Ouais, c'est fait vrai. divinement bien, tu vois. C'est son... Belmondo, alors c'est vraiment le monde d'avant, Ouais. mais il a peut-être réalisé un film, je crois, mais ça a surtout été un acteur. Il a pas été, voilà, après il faisait acteur au théâtre, au cinéma, au machin, mais il n'était pas acteur, musicien, compositeur, réalisateur et tout. Mais moi, je crois surtout qu'il faut creuser là où tu penses que tu as une capacité. Ok. Moi, je vais pas m'entraîner à tirer des 3 points toute la journée. Je sais que je jouerai pas NBA. Là-dessus, ça me paraît un peu compromis. Ouais, ça va être compliqué. Pourtant, bon. Non, mais tu vois, en revanche, il y a eu dans ma carrière, par exemple, le chant. J'ai chanté gamin, j'ai fait du piano, et puis après tout s'est arrêté à 12 ans quand je me suis mis à faire du sport. Plus de piano, plus de chant, plus rien, et puis sport. Et quand j'ai repris, ensuite, c'est par le théâtre. Et un jour, j'ai passé des auditions, donc je chantais juste et en rythme, mais j'avais pas travaillé ma voix. Je me suis retrouvé, je vous passe les détails, sinon le podcast va vraiment durer longtemps, mais je me retrouve dans une comédie musicale qui s'appelle Spamalot, qu'on jouait à Bobino à l'époque, c'était en 2013, où j'étais pas allé au bout des auditions 3 ans avant par crainte. Donc si, en fait, l'anecdote est pas mal parce que je fais mon one man. Il y a Spamalot qui est l'adaptation en comédie musicale du Sacré Graal des Monty Python, mis en scène par Pef de Robin des Bois, qui est une de mes idoles et qui est maintenant un ami. Et je suis au Festival d'Avignon et l'assistant de Pef vient voir mon spectacle. Je suis pas du tout connu à ce moment-là, et il me dit putain, on cherche des mecs comme toi, on monte une comédie musicale, viens passer les auditions. Et tu passes des auditions comédie avec Pef et avec Mathieu Gonnet qui était le prof de chant et de chant de la Starac à l'époque pour le chant. Moi, je chantonne. Je chante pas comme des comédies musicales de Broadway. Je fais l'audition comédie avec Pef, et pendant l'audition comédie, il y a un gars qui pousse la chansonnette pour rigoler. Et je l'entends chanter et je fais... Ouais, Le mec, là, il rigole, là. ouais, il s'amuse. Ouais. Donc je vais même pas à l'audition chant, comme un débile. On m'invite à voir donc je suis pas pris, hein, évidemment, parce que je suis pas allé au bout. On m'invite à voir la comédie musicale, je vois que ça chante, mais c'est pas les comédies musicales où ça chante vraiment de ouf. C'est plus la comédie et des chants d'ensemble et tout ça. Elle est géniale, cette comédie musicale, mais c'est pas là où il y a les chants les plus performants. Et je dis putain, merde, j'étais trop con de pas aller au bout, peut-être je serais là, quoi. Le destin fait que 3 ans après, il remonte la comédie musicale. Et là, mon attaché de presse me dit, il cherche un gars. Et là, tu vas y aller. Et là, je prépare, mais je prends 2 cours de chant, j'y vais. Je suis pris, surtout pour la comédie. Et le directeur artistique m'avouera plus tard que, il a accepté. Il a dit, OK, ça passera en chant, parce que Pef poussait pour m'avoir en comédie, et qu'il s'apprêtait à réécrire certaines chansons, parce qu'il s'est dit, il n'arrivera jamais à les chanter. Là, j'ai rencontré mon prof de chant dans cette comédie musicale-là. Et de là, donc c'était en 2013, j'ai travaillé le chant quasiment tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, en me disant, j'ai senti, j'aime ça. Je sens que j'ai une capacité vocale. Je te dis pas, je vais pas chanter à la Scala, mais il y a un truc qui se passe. Je peux dire que je suis chanteur. Et je pourrais faire d'autres comédies musicales où je pourrais mettre du chant dans mes spectacles. Donc à partir de là, je me suis mis à travailler le chant. Parce que je sentais qu'il y avait une capacité, que ça rajoutait une corde à mon arc. Pas avec l'ambition de sortir un album, même si on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais dans l'objectif de me dire, ça, je peux le rajouter sur mon CV. Puis surtout, si j'ai envie de mettre un spectacle ou de faire une comédie musicale, je le ferai. J'ai travaillé. J'ai découvert ma voix. Ma femme se foutait de ma gueule au début, mais vraiment, parce qu'à un moment, quand tu découvres ta voix, tu le sais, puisque t'es chanteur. C'est vrai, la première fois, tu lâches. Et puis dès que j'étais tout seul à la maison, je faisais mes vocalises. Et puis d'un coup, tu prends une chanson de Johnny que tu dis, mais c'est impossible. En fait, putain, je peux la chanter parce que t'as techniquement machin. Et j'ai des moments de ma femme qui rentrent comme ça, qui fait, non mais le gars est fou, le gars se prend pour machin. Et 10 ans après, j'ai passé des auditions pour des comédies musicales à Mogador, des trucs de Broadway où je suis en finale, et puis voilà. Et puis surtout, j'ai un spectacle aujourd'hui où je chante des chansons de Pascal Obispo, enfin des chansons de comédie musicale composées par Pascal Obispo. Et donc j'ai 10 chansons dans mon spectacle aujourd'hui. C'est ouf. Donc ce que je veux dire par là, pour répondre à ta question, c'est que je fais pareil avec l'anglais aujourd'hui. Je parle anglais correctement, mais j'envisage de jouer un jour en anglais. Donc je travaille tous les jours pour que quand la lumière ou la chance se posera, je serai prêt. Et puis je vais la pousser un peu, la chance, tu vois, mais je travaille. Dans l'anglais, je sens que je suis capable. Le chant, je sentais que j'étais capable. Il y a d'autres trucs où je dis, non, quoi. Voilà, tu vois, je vais pas aller
je sais pas, me prendre un coach de cascade pour faire toutes mes cascades moi-même, parce qu'il y a des trucs, je sais que physiquement, je suis pas Tom Cruise, quoi. Je vieillis pas comme lui, donc j'en fais un peu le deuil. Donc c'est pas la peine d'aller me casser la tête, je m'entretiens physiquement voilà, mais je vais pas apprendre, je vais pas aller faire du parcours, tu vois, pour apprendre de sauter d'un mur à l'autre et tout, parce que je sais que je vais me faire mal, donc c'est pas la peine. Donc je crois que ça marche dans tous les secteurs. Quand tu sens que t'as un truc où t'es bon, il faut appuyer dessus et travailler dedans pour approfondir là. Et si tu sens un truc où t'es pas encore bon, mais t'as une capacité, fais-le. Un autre truc où je vais pas me mettre à apprendre l'allemand ou le mandarin, parce que ça, je crois que c'est trop loin. Ce serait cool de te voir acteur en Chine. Franchement, il y a peut-être... Ouais, puis c'est un business. C'est un beau challenge. Il y a 2-3 personnes qui regardent, je crois. Ouais. On commence à s'approcher gentiment de la fin. T'es quand même très présent aussi sur scène. Ouais. Je sais pas si t'es un des personnes qui fait de l'humour qui a un spectacle qui dure le plus longtemps. C'est pas faux. Mais trop longtemps. Et je crois que tu le dis souvent, que t'aimes aussi beaucoup refaire. En fait, ça te dérange pas de le... C'est pas tout le temps le même spectacle, mais tu t'as des... Non, mais refaire, j'adore ça. Là, tu parlais de perfection un peu tout à l'heure au début, mais là, j'ai l'impression qu'on y est. Hein, complètement. Et je crois que t'es un des rares qui fait son spectacle pendant autant de temps. Et qui fonctionne et qu'on te voit. Ah, tu parles pas de la durée du spectacle, tu parles de la durée d'exploitation du spectacle. Ouais, bah après, tu le fais aussi quand t'es ton propre producteur, hein, si on parle simplement mais surtout que ça remplit, il y a du monde. Donc, aussi, c'est dingue. donc ça se vend, tu continues, évidemment. On est là pour... Mais, ouais, j'adore... c'est le côté artisanal de notre métier. Mais vraiment, chaque soir, déjà, je me lasse jamais d'être sur scène. Mais c'est pareil sur un tournage, hein, tu me fais faire 20 fois la prise, pas parce que des fois il y a un pain technique, des fois c'est ton partenaire qui bafouille. Moi je fais 20 fois parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu une petite sculpture ou de la peinture, tu remets un petit coup par-ci, un petit truc par-là, machin, et tu sens que c'est de plus en plus... Et moi j'ai l'impression que chaque soir sur scène, je règle encore des petits détails. Il y a que moi qui les perçois, tu vois. Il y a le timing du public, je pense que des fois tu dois même trouver des vannes. Oui, bien sûr, que tu restes à l'écoute et... Non, c'est le côté artisanal. C'est pour ça que j'adore répéter quand on a joué le prénom, tu vois, où là, j'avais pas d'impro, je changeais pas le texte, c'était tous les soirs pareil. Le one man, encore, je change tous les soirs. Mais je l'ai joué 200 fois, ce qui commence à être... c'est pas mal. Il y a plus, mais voilà. C'est une belle perf. Je me suis jamais lassé, jamais. Et j'avais l'impression, mais des fois c'est toi avec toi-même, hein. Je me souviens avoir dit à ma femme, quand on est parti en tournée, je dis, il faut que tu reviennes. Par rapport à ce que je fais à Paris, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé 1000 trucs et tout. Elle est venue voir, elle m'a dit, bon, tu n'as rien changé. Mais moi, intérieurement... c'est pas la même chose. En fait, elle a dit, j'ai rien changé, mais je sais que c'est pas la même, les sensations sont pas les mêmes et tout. Et donc, il y a un plaisir. Mais de toute façon, moi, j'aime mon métier du plus profond de mon cœur, de mon âme. J'adore ce métier. J'ai l'impression que tu as découvert une passion, en fait. Alors, je voulais le dire au tout début, mais là, j'ai un peu qu'on a un peu de matière, mais... En fait, tu as découvert une passion. Je découvre un truc qui m'épanouit totalement, qui me rend heureux, qui me fait utiliser les talents que j'ai, qui me donne du plaisir et qui procure du plaisir aux autres aussi, parce que c'est ce que je te disais, d'avoir quelqu'un qui te dit ça va pas en ce moment. Pour X raisons, mais là les 2 heures que j'ai passées au spectacle, ça m'a fait du bien. Ou je regarde un sketch de vous, un film avec vous, vos vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait du bien. Tu dis en plus c'est utile, quoi. Et donc c'est hyper épanouissant, très gratifiant, très non on est chanceux. Comment ça se passe sur les minutes qui nous restent, la vie perso? T'es marié, t'es papas, t'es à plein de projets. Ça se passe comment on arrive à concilier tout ça pendant autant de temps? Ça se passe parce que ça se passe très bien avec ma femme et mon fils, qu'on est un super trio. Ma femme est comédienne aussi, et que c'est une organisation. Mais quand ça se passe comme ça, qu'on est les trois, on a une famille de saltimbanques, quoi, vraiment. Mais comme j'adore ça. On est tout le temps sur les routes. Il y a des fois où moi je suis à Lille, ma femme en tourne à Biarritz et mon fils à l'école à Paris. Et puis des fois, il faut juste que ma femme ou moi arrivons à temps pour le prendre à la sortie de l'école parce qu'il est juste à l'école. Il y a personne où il est ailleurs en vacances chez ses grands-parents et tout, et on est là, on est tout le temps éclaté comme ça, puis on se retrouve et c'est génial. Et puis j'ai le plaisir de voir ma femme qui a changé de métier quand on s'est rencontrés. Elle n'était pas comédienne, elle devient comédienne, et je la vois, c'est génial, et je la vois évoluer et passer par là où je suis passé. Et tu réalises aussi que l'expérience ne se partage pas, donc t'as beau dire, là je pense que tu devrais pas faire ça parce que je l'ai fait.
Ça marche pas. Mais si, je te dis que ça marchait. Et on me l'avait dit à moi, et tu peux pas faire non plus, tu sais, perdre la sagesse. Je te dis, crois-moi, je l'ai fait, ça ne marchera pas. Il faut qu'elle le fasse, et ça ne marche pas. Et pareil pour le partager avec mon fils, où je le vois tellement heureux dans des théâtres, sur un plateau il vient sur un plateau de tournage, il se met au combo, le casque, il regarde, il veut m'écouter répéter, ou nous écouter répéter. Si on prépare des castings, il nous donne la réplique, il prend des cours de théâtre. Il y a... La famille respire spectacle. Et ça, c'est leur rêve. Franchement. Voilà. On arrive sur la fin. Déjà ouais. Maintenant, tu m'as posé 3 questions. C'est 3. C'est à peu près. J'ai une petite photo. Alors, je n'étais pas sûr de te la montrer, mais là, hop, qui est celle-ci. Ouais. Ah bah, c'est ma femme et moi. Ouais. Photo volée. C'est un paparazzi. Alors, je crois qu'on l'a prise sur Instagram quand même au minimum. Donc, on peut la retrouver. Bah, tu disais. Quand on te découvre, moi je te découvre aussi un peu aujourd'hui, on voit qu'il y a un équilibre, il y a une harmonie quand même qui est autour de toi. Il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de travail pour réussir et aussi beaucoup de travail pour que cet équilibre continue. Moi, il y a une phrase que je dis beaucoup aux gens, que moi c'est mon mantra depuis que je faisais de la danse, du breakdance, qui était le plus important, c'est pas de briller, c'est de durer. Ouais. Mais les deux sont compatibles. Il y en a un qui permet de faire l'autre plus longtemps. Et durer, ça passe par le travail. Et j'ai l'impression que t'es un peu dans cette philosophie-là, sans que tu la connaisses. Mais en tout cas, je pense qu'on est relativement d'accord avec ça. Et il y a une petite punchline, une petite citation que j'en ai 2. Je pense que ça peut être intéressant de te partager les deux pour savoir est-ce que t'es d'accord, pas d'accord. Mais bon, je pense que oui. La première, c'est « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Winston Churchill. Je pense qu'on est en plein dans ce qui peut te caractériser. Il en a dit une autre, Churchill, que j'ai toujours du mal à citer, mais qui est vraiment bien. C'est le pessimiste voit une épreuve dans chaque opportunité et l'optimiste voit une opportunité dans chaque épreuve ou dans chaque difficulté. Voilà. Et je la redirai pas parce que je pense que je vais me tromper aussi. C'est vrai ? Je vais pas la redire. Non, le pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité, l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Exactement, bien joué. Et il disait pas que des conneries. Il a pas fait que des bonnes choses, mais il avait des bonnes phrases. Ouais, je suis d'accord avec ça complètement. Et j'en ai une autre qui est le théâtre, c'est être vrai dans l'imaginaire. Complètement. Mais complètement. C'est les deux qui, je trouve, te caractérisent peut-être le mieux dans la manière dont tu as expliqué les choses. Alors des fois, je vais me tromper, il y a des invités avec qui ça va se tromper. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas trompé là, sur cette... Non, pas du tout. Non. Et je vais me te dire, la deuxième, elle est folle parce que... De Victor Hugo, pardon, j'ai pas cité. Le théâtre, c'est être vrai dans l'imaginaire, Victor Hugo. Il a pas que des conneries non plus. Ouais, il a pas dit que des conneries. Non, parce qu'en plus, mon spectacle actuel, Nature, c'est un spectacle où je fais tous les personnages tout seul. Sans décor, sans projection vidéo, sans accessoires, sans costume, sans rien. Je fais tout exister tout seul. C'est pour revenir à l'imagination. Donc ça ne marche que si l'imaginaire du public se met en route et que le public accepte de faire ce chemin aussi vers moi, de pas juste être posé sur son truc, à dire « Ok, fais-moi rire ». Il faut qu'ils acceptent il faut qu'ils voient un ours polaire sur la banquise, parce que c'est moi qui fais l'ours polaire, sur la banquise, qui a l'accent marseillais parce qu'il fait 25 degrés sur la banquise, et qu'il chante du Joule parce qu'il se prend, parce que c'est la Côte d'Azur maintenant, tu vois. Il faut qu'ils acceptent, et que moi je le vois aussi, que je le sente aussi, que je suis une mamie inuite sur un paddle dans l'Antarctique en train de faire du paddle en chantant du Céline Dion. Il faut que tout ça, le public le voit. Et l'imagination et l'imaginaire au théâtre, il n'y a que ça. Des fois, on te donne tout, la musique, le décor et tout, et on te plonge totalement en immersion et tu le vois. Et des fois, on donne rien et tu voyages encore plus. Et en revanche, je dois être très très vrai dans cet imaginaire pour que les gens y croient. Donc cette citation est parfaitement trouvée, cher ami. Écoute, je la prends. On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé avant que je te pose la dernière question, que tu aurais aimé qu'on aborde ? J'aurais aimé qu'on parle un peu plus de mon expérience, de moi, mais bon... Là, je de 1000 sujets, mais rien sur flanc. Là, on est pas mal. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Il reste encore quelques. C'est l'écologie. C'est quelque chose qui est quand même. Là, tu parles de nature. On l'a pas abordé aujourd'hui. Je sais pas si tu veux pas qu'on passe un peu de temps dessus, mais je sais que la méditation, tout ça, c'est quelque chose qui est hyper important, mais j'ai l'impression que c'est quand même relativement lié aussi avec l'écologie. Ouais, bien sûr. Tu donnes l'exemple du colibri. Tu parles du colibri, mais au moins, moi, j'ai essayé. Ouais.
Est-ce que tu es toujours un colibri par rapport à ça ou Bah oui, complètement. Ouais. Non, c'est un sujet qui me tient terriblement à cœur. J'en parle au plus grand nombre avec ce spectacle. Donc c'est déjà, tu vois, ça fait quand même 4 ans que je sillonne les routes, pour raconter ça. Ce n'est pas un spectacle sur l'écologie, bien sûr, mais c'est un spectacle qui en parle. Et je pense que chaque spectateur qui a vu ce spectacle repart avec un petit truc. Donc, à ma manière, c'est une forme pas d'activisme, mais un petit peu. Après, on a changé énormément de choses dans notre vie, ma femme, mon fils et moi, pour être laisser le moins de traces possible. C'est marrant pour un artiste de dire qu'il veut pas laisser de traces de son passage sur Terre, mais pas de déchets en tout cas. À part quelques mauvais sketchs qu'on mettra au compost. Non, mais voilà. Mais en revanche, pareil, et merci la méditation, il y a aussi, c'est tellement énorme l'écologie et le dérèglement climatique est un sujet tellement énorme et c'est un événement tellement énorme qui modifie tout, dont on peut se sentir responsable intégralement quand on est comme ça dans des pays riches, ultra consommateurs et tout ça, qu'on peut très vite tomber dans l'éco-anxiété ou l'éco-dépression, quoi, tu vois. Donc, il faut prendre un peu de distance par rapport à ça, parce que c'est vrai que toi, t'es là à te flageller moi, tu vois, il n'y a plus de plastique dans ma maison, on fait tout maison, on n'achète plus industriel, on achète qu'en vrac, il n'y a plus d'emballage, on fait pas de deuxième enfant parce que ça fait un consommateur en plus, notre fils est martelé d'idées comme ça et tout, et tu vois que ça marche, et que l'éducation marche aussi, et que c'est génial. Et tu vas te flageller parce que tu prends un avion une fois pour aller en tournage, par exemple. Tu vois, moi, ça a été une vraie question que je me suis posée. Je dis, bon, putain, je fais mon spectacle sur l'écologie, et là, je peux retourner en Guadeloupe, c'est pas logique et tout. Mais tu peux très vite vraiment te culpabiliser de tout. Et puis être parfait en écologie, personne n'est parfait en écologie, à moins de tout arrêter, tu te prends 2 poules, 2 chèvres, tu vas au fin fond de l'Ardèche, et là, t'es 0 déchet, et tu vis vraiment comme nos grands-parents paysans. Et ça, tu peux le faire. Mais est-ce que tu seras épanoui Autre sujet. Donc, il y a un juste milieu entre ton épanouissement personnel et dealer avec la frénésie de cette époque et ne pas se culpabiliser tout le temps. Mais agir quand même. Pas se dire de toute façon c'est foutu. Et puis pendant que moi je suis là en train de trier mes déchets, il y a un Indien industriel qui est en train de massacrer la moitié de l'Australie pour faire une mine de charbon à ciel ouvert. Alors à quoi bon moi rouler à vélo? Mais comme ça c'est complètement con comme raisonnement, quoi. Donc fais ce que tu peux faire. Mais c'est la même chose qu'on dit depuis tout à l'heure. Fais ce que tu peux faire, toi, à ton échelle, et c'est toujours bien. C'est toujours mieux que de pas faire du tout, quoi qu'il arrive, et ça marche pour tout aussi. Et donc je crois à ça. Je pense que je fais déjà beaucoup, plus que plein, moins que plein aussi, mais je suis fier de ce qu'on fait avec ma famille. Je suis fier du message que je transmets, et quand j'ai un spectateur qui vient me dire bah ouais, je voyais pas ça comme ça, merci, je vais changer, tiens. Mais je suis trop content. Et voilà, et on va y arriver. Je vais te poser la dernière question du podcast, qui est: qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation, Florent? Si tu termines par Florian, ça marche. Qu'ils retiennent que tu as viré le mec qui a fait le clap instantanément et que il sera au Pôle emploi. La rue des Petites Écuries. Non, mais je trouve que quand même, ça fait un petit moment là qu'on parle tous les deux de pensée positive et qui t'aide à quand même atteindre tes objectifs en étant épanoui. Moi, c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent, parce que quel que soit l'objectif que tu vises, le secteur dans lequel tu vises cet objectif, que l'objectif soit très haut, pas très haut, machin. En fait, c'est que toi avec toi-même, quoi. Et il faut regarder une autre citation d'Ernest Hemingway: arrête de regarder ce que tu n'as pas et regarde ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ouais, il a tout réussi. Et ça marche pour tout. Ouais, ça marche pour tout. J'étais en train de faire du surf il y a 4 jours à Biarritz. On était censé avoir des super vagues et tout. On arrive, il y a 2 vagues toutes pourries pour du longboard, et on est là et on commence à bouder. Ou tu restes à bouder 2 heures alors que t'es quand même dans l'eau au soleil devant les falaises du Pays Basque, et tu râles en disant mais il t'avait dit, l'appli elle avait dit 1m50 déjà. Ou t'es là,
t'es au soleil, et ce que t'as, c'est quoi? C'est quand même quelques vagues, un bon pote à l'eau, de la bonne humeur, du soleil, on rigole et on prend des vagues et c'est cool. Ouais. En fait, ton bonheur dépend de ta manière d'aborder les choses et ta parole, c'est ta réalité, quoi. Donc, plus tu dis des choses positives, plus la vie est positive autour de toi. Et en fait, c'est ça que je voudrais que les gens retiennent de cet entretien, c'est que la positivité aura raison de tout. Eh ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je te remercie infiniment merci pour à ce vous podcast, d'avoir écouté, Florent. Et forcément, je te dis à très très vite. Merci beaucoup, Florent. Avec plaisir. Salut. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.